Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce débat consacré à l'Europe. Avant de l'ouvrir, je voudrais faire deux remerciements. Un remerciement au nom de toute l'équipe d'Alternative économique au Champ Libre, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, pour la qualité de leur accueil, leur professionnalisme. Je pense qu'il y a toujours dans ces grandes rencontres des gens qu'on ne voit pas mais qui travaillent et qu'il faut absolument saluer parce qu'ils font un très bon travail. Donc merci à eux. Également, un mot plus corporate, comme on dit, de remerciement à ma propre équipe, c'est-à-dire tous les représentants d'Alternative économique qui sont avec nous. Ils sont 8 ou 9. Voilà, et eux aussi, vous ne les verrez pas tous. Vous en avez vu quelques-uns, mais il y a aussi ceux que vous ne verrez pas, qui sont là, qui travaillent, qui font un très bon travail. Je voulais les saluer également. Et vous rappelez du reste que la presse ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. En sortant d'ici, il y a des offres spéciales pour le Forum de Rennes. Cela étant dit, comme vous l'avez observé, nous ne sommes que 3, alors que sur les programmes, vous étiez annoncé 4 personnes, 3 intervenants et moi-même. Malheureusement, Ulrike Guérot a été retenue au dernier moment. Elle n'a pas pu être des nôtres. C'est dommage. C'est dommage parce que Ulrike aurait pu faire entendre une voix allemande dans un débat européen. Et Dieu sait si aujourd'hui la voix allemande compte. On en parlera tout à l'heure. Je m'en excuse pour elle auprès de vous. Elle ne pouvait absolument pas être ici ce matin. Alors évidemment, un forum sur changer l'économie aujourd'hui ne pouvait pas éviter la question de l'Europe qui est au cœur de toutes nos préoccupations. Pour des gens qui, comme moi, ont fait leur éducation intellectuelle, politique dans les années 90, l'Europe a été l'utopie de rechange après l'effacement ou le recul d'autres utopies ou d'autres idéologies. Et aujourd'hui, cette Europe est dans une crise extrêmement profonde, comme vous le savez tous, à tel point que la question de son avenir se pose de manière très radicale. Un certain nombre de gens aujourd'hui se demandent s'il ne faudrait pas justement sortir de l'euro, de la monnaie unique, qui est la réalisation la plus avancée de la construction européenne. C'est une question que je poserai à nos invités naturellement. D'autres questions beaucoup plus urgentes encore se posent à propos des politiques d'austérité qui se sont mises en place un peu partout en Europe, qui étouffent l'activité économique et qui font peser une pression extrêmement sévère sur les populations et notamment sur les populations les plus modestes, que ce soit au sud de l'Europe, on en parle beaucoup, et pas encore assez finalement qu'on pense à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, ou dans des pays du Nord dont on parle moins, mais où pourtant les politiques d'austérité sont également très rigoureuses et très pénalisantes pour l'activité économique. C'est également un point que nous aborderons. Deux autres points, deux autres questions. Cette crise fait apparaître aussi un défaut de gouvernement européen. C'est-à-dire que l'Europe a montré dans cette crise qu'elle n'était pas capable de se gouverner collectivement. Et au total, si nous avions résolu, et c'est une question qui se posera d'ailleurs, la crise de la spéculation sur les titres souverains, si nous avions résolu toutes les autres questions économiques qui se posent, il resterait une question beaucoup plus politique qui est comment l'Europe peut demain se gouverner collectivement? Quelles institutions doivent être mises en place? Comment produire une légitimité démocratique qui justifie les décisions qui sont prises ou qui seront prises demain à l'échelle européenne? C'est évidemment une question brûlante, car aujourd'hui, une grande partie des populations européennes se voient imposer des décisions ou des politiques dont la légitimité démocratique peut être questionnée. Je ne dis pas que ces politiques sont illégitimes de fait, mais elles peuvent être questionnées et elles doivent l'être d'une certaine manière. Enfin, une dernière question qui occupera notre débat, qui est la question de la position de l'Allemagne dans cet ensemble et dans ce débat. Beaucoup de pays européens, beaucoup d'élites politiques se mettent aujourd'hui dans le sillage de l'Allemagne, pour le meilleur et pour le pire, et quelquefois pour le pire. Et c'est une question qui, je crois, est au cœur du destin de l'Europe aujourd'hui. Et je pense que Anton Brinder et Emmanuel Todd auront à cœur d'en dire un mot. Alors, je vous présente rapidement nos invités ce matin pour aborder ces questions. À ma droite, Anton Brinder, qui est professeur associé à Paris-Dauphine, qui est également chef économiste de Dexia Asset Management,
et qui est l'auteur de deux livres, mais beaucoup plus, mais deux notamment, deux repères à la découverte, hein, La crise de la finance globalisée, et avec Florence Pisani, et La crise des dettes souveraines. Je dis en passant qu'il y a un libraire. Hein, tous les livres dont on parle, ils sont disponibles à la sortie pour ceux qui souhaiteraient les lire. À ma gauche... Il me semble que je viens d'acheter le livre sur les dettes souveraines. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Aucun intérêt. Non, je disais, il me semble que je viens d'acheter son livre que je dois lire bientôt. Non, c'est une réflexion de type pas réveillé qui arrive de Paris. La fin de la phrase, c'était « c'est une réflexion de type pas réveillé qui arrive de Paris ». Donc, ouais. Tu as le temps de te réveiller. Alors, Emmanuel Todd, qui, avant même que je le présente, a surgi, démographe de formation à l'INED, mais finalement, quand on regarde ton œuvre, on peut dire historien avant démographe aujourd'hui, essayiste. Emmanuel est l'auteur de très nombreux ouvrages que vous connaissez très souvent parce que ce sont des ouvrages qui ont rencontré un lectorat important. L'ouvrage qu'il a fait connaître, et je tenais à le dire parce que il a maintenant un certain âge, ce livre, mais il a marqué sa génération. C'est La chute finale. C'était 74 ? J'ai compris qu'il fallait un micro. 76. 76. Et ça annonce. Ensuite, il y a un certain temps, mais alors maintenant, le truc suivant, c'est ma chute finale. Donc ça, ce sera le dernier livre et c'est pas tout de suite. Plus récemment, Emmanuel a publié Le rendez-vous des civilisations avec Youssef Courbage, qui était un livre qui prenait le contre-pied des thèses de Huntington d'un point de vue démographique, notamment du point de vue de la théorie de la transition démographique. Après l'Empire, hein, qui a été un très grand succès, un livre sur l'Amérique et son déclin annoncé. Un autre livre qui a fait moins parler de lui, mais qui, à mes yeux, est le fond de l'œuvre d'Emmanuel Todd, L'origine des systèmes familiaux, le tome 1. Un tome 2 viendra, c'est une somme. Vraiment, regardez ce livre, c'est un livre important, je pense. Bon, voilà. Je vais donner la parole tout de suite à Anton Brinder pour... Comme nous ne sommes que trois, ils auront un quart d'heure de parole chacun, puis ensuite nous discuterons ensemble, et puis bien sûr nous discuterons avec vous. Anton, c'est à toi. Merci beaucoup. Moi, je suis arrivé hier soir, hein, donc je suis à peu près réveillé ce matin. Donc moi, j'ai le rôle un peu ingrat de celui qui va exposer un tout petit peu dans quelle crise nous sommes tombés. Malheureusement, c'est une crise qui est financière, et donc ce dont je vais vous parler, pas forcément ce qu'on préfère le matin de bonne heure, c'est-à-dire de questions monétaires et financières, puisque c'est malgré tout ça qui est aujourd'hui le révélateur d'un certain nombre des problèmes que nous vivons. Alors, ce que je voudrais d'abord, c'est brièvement décrire le choc que les économies développées, il n'y a pas que la zone euro, mais l'ensemble des économies développées ont été confrontées il y a quelques années à un choc. Et pour la zone euro, ce choc, ça a été un formidable révélateur d'un certain nombre de problèmes. Et c'est face à ces problèmes qu'il faut se poser la question compte tenu de ce qu'on vient de comprendre sur ce qui manque dans la zone euro, qu'il faut se poser la question de savoir comment on peut changer. Et est-ce qu'on peut changer cette zone euro compte tenu de ce qu'elle est aujourd'hui? Alors d'abord, quelques mots, et c'est là où c'est un petit peu casse-pied, j'en suis désolé, sur le choc qu'on a vécu. Ce choc, c'est un choc qui remonte à 2007-2009. Il faut se rappeler ce qui s'est passé pendant ces années-là. D'un seul coup, le système financier mondial, le système financier des économies développées a connu une crise dramatique. C'est celle qu'on a appelée la crise des subprimes, la crise de Lehman Brothers, etc., etc. C'est une crise qui a été liée à un surendettement des agents privés, en particulier des agents privés américains, en particulier des ménages américains. Il faut se rappeler que le subprime, les prêts subprimes, c'était des prêts qu'on faisait à des ménages américains pour qu'ils s'achètent des maisons que malheureusement une partie d'entre eux ne pourrait jamais payer. Donc ça, c'était le point de départ de cette crise, un surendettement d'agents privés aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Il faut se rappeler qu'en Irlande, en Espagne, il y a eu le même phénomène, parfois à une échelle encore plus grande. Un surendettement des agents privés et en même temps une prise de risque excessive du système financier occidental, le système financier globalisé. C'était le thème du petit livre que tu as gentiment rappelé tout à l'heure. La crise de la finance globalisée, c'est vraiment le point de départ de la crise des dettes souveraines. Donc
un surendettement des agents privés et un système financier qui a pris trop de risques et qui, d'un seul coup, réalise qu'ayant pris trop de risques, il faut qu'il arrête d'en prendre, et même qu'on va forcer à arrêter d'en prendre. Alors pourquoi c'est le point de départ d'une deuxième crise? Tout simplement parce que lorsque, d'un seul coup, l'endettement des agents privés cesse, qu'est-ce qui va se passer? On a, dans la partie la plus importante de l'économie mondiale, des agents, les ménages américains, les ménages espagnols, les ménages irlandais, et puis un petit peu partout, des agents qui dépensaient nettement plus que ce qu'ils gagnaient. Comment vous faites pour dépenser plus que ce que vous gagnez? Tout simplement, vous empruntez. Et d'un seul coup, ces agents qui dépensaient nettement plus que ce qu'ils gagnaient, parce qu'ils arrêtent d'emprunter, parce qu'on ne leur prête plus, ils sont obligés de dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Donc d'un seul coup, on voit dans l'économie mondiale un grand pan de la dépense privée s'effondrer. En l'espace de quelques mois, il y a un choc terriblement fort sur la dépense privée dans les économies développées. Il est centré aux États-Unis, en Espagne, mais je répète, un peu partout dans le monde développé, l'endettement privé, d'un seul coup, fait que la fin de l'endettement privé fait que la dépense privée s'effondre. On sait, ça c'est la seule chose sur laquelle les économistes sont à peu près d'accord, que quand la dépense privée s'effondre, si nulle part dans une partie du monde, si nulle part ailleurs la dépense privée ne remonte, eh bien, il va y avoir, et si rien d'autre ne se passe, il va y avoir tout simplement un effondrement de l'activité. C'est ce qui s'est passé en 1929, c'est ce qui aurait pu se passer, il y a quelques années. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Tout simplement parce qu'on a tiré les leçons de 1929, et contrairement à ce qu'on dit, Keynes, ça fonctionne. On sait que quand la dépense privée s'effondre, si on ne veut pas que l'activité s'effondre elle aussi, il faut qu'un autre agent, et ça ne peut être qu'un agent public, se mette à dépenser plus que ce qu'il gagne. Les agents privés brutalement dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Si vous voulez stabiliser l'activité, il faut que quelqu'un d'autre dépense plus que ce qu'il gagne. Cet autre, ça ne peut être, dans la logique où on était en 2008-2009, ça ne pouvait être que les agents publics. Et partout dans le monde développé, on a vu les agents publics se mettre à dépenser plus que ce qu'ils gagnaient, c'est-à-dire à creuser leur déficit. Ça, c'est vraiment l'enchaînement qui a mené d'une crise de la finance globalisée, qui touchait essentiellement le système privé, le monde privé, la dépense privée, à une crise des dettes souveraines, qui, elle, affecte le secteur public, l'endettement public. Pourquoi? Parce que les États se sont trouvés, au sortir de leur réponse à la crise de la finance globalisée, avec des déficits publics qui s'étaient creusés, parce qu'il fallait qu'ils se creusent. Et le seul problème, c'est qu'une fois que vous avez un déficit public qui s'est creusé, que vous êtes un État, eh bien, il se pose une question à vous, c'est comment je vais faire pour ne pas avoir une dette publique qui monte à l'infini? Et c'est ça le problème auquel on s'est confronté en 2009, auquel on s'est trouvé confronté en 2009. Merci Thierry. N'hésitez pas à faire signe si vous n'entendez pas bien, c'est qu'on tient mal le micro. Donc maintenant qu'on a compris à peu près ça, il faut que ça devienne un réflexe. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en 2009, les États, d'un bout à l'autre du monde développé, sont confrontés à cette question. Je ne peux pas laisser mon endettement monter à l'infini. J'ai un déficit public important. Si je ne réduis pas mon déficit public, eh bien, ma dette va monter en permanence. Mais si je réduis tout de suite mon déficit public, à ce moment-là, comme la dépense privée n'est pas en état de reprendre, je risque de tuer l'activité. Et ça, c'est le choix auquel les gouvernements de toutes les économies développées ont été confrontés en 2009-2010. Et à ce choix, eh bien, on a répondu de façon extrêmement différente selon qu'on était européen ou américain ou japonais. Du côté américain et japonais, il n'y a eu aucune hésitation. On a dit, j'attends que les agents privés soient en état de dépenser à nouveau, normalement, avant de réduire le déficit public. Donc on a maintenu un déficit public important. On a accepté de laisser le poids de la dette monter, tout simplement parce qu'on pensait que réduire trop vite le déficit, ça allait conduire à une asphyxie de l'activité. En Europe, et pas seulement dans la zone euro, parce que le Royaume-Uni a fait très exactement le même choix que celui des pays de la zone euro. On a décidé qu'au contraire, la priorité devait être de réduire le plus vite possible les déficits publics, quitte à asphyxier l'activité, même si on ne l'a pas dit exactement comme ça. En tout cas, on était prêt à prendre ce risque d'asphyxier l'activité pour réduire les déficits publics. C'est ce qu'on a fait.
Et le résultat, c'est celui qu'on pouvait malheureusement prédire, c'est-à-dire qu'on a effectivement tué l'activité dans un certain nombre de pays européens. Et de ce point de vue-là, il y a un exercice rétrospectif qui vient d'être fait par le Fonds monétaire international, avec le recul. Eh bien, le FMI a fait une espèce de mea culpa et a dit, force est de reconnaître que la réduction des déficits budgétaires à un rythme extrêmement rapide a eu sur l'activité des effets beaucoup plus importants que selon ceux que l'on attendait. Donc ça, c'est un tout petit peu le film qui s'est déroulé dans la zone euro et qui nous a conduit, et qui a conduit un certain nombre de pays du Sud, sans même... Il y a la Grèce, hein, que tout le monde a en tête, mais il y a le Portugal, l'Espagne, etc., qui a conduit ces pays dans une situation de profonde dépression de l'activité, à des tensions sociales que tu as évoquées, qui sont la conséquence de cette dépression de l'activité. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé dans la zone euro, ça a été le révélateur, ce drame européen, puisque c'est le titre, hein, qu'on a donné au chapitre qu'on consacre à la zone euro dans le petit livre sur la crise des dettes souveraines, ce drame européen, il a été le révélateur d'un certain nombre de faiblesses de la construction européenne. Il faut se rappeler que lorsqu'on a construit l'euro, on a pensé à beaucoup de choses. Il y a des tas d'études préparatoires qui ont été faites. On peut, avec le recul, dire qu'elles ont été un peu naïves. Elles se sont posées beaucoup de questions. On a parlé de nécessité de coordonner les budgets, on a parlé de pas mal de choses. Et puis, on a fait l'euro sur la base de ces études, et on l'a fait, ces études préparatoires, on a mis longtemps, il faut s'en rappeler, hein, à faire l'euro et à le mettre en place. Et on a vécu quelques années sans trop s'apercevoir qu'il y avait en fait beaucoup d'éléments qui manquaient pour que simplement la construction monétaire qu'on a mise en place fonctionne. Et on n'a pas bien compris, enfin en tout cas on n'avait pas bien vu, qu'à côté d'une construction monétaire, puisque l'euro c'est d'abord et uniquement, hein, si on le regarde platement, une monnaie commune, il faut également veiller à ce qu'il y ait une certaine homogénéité financière. Hein, monnaie et finance, je ne vais pas ce matin rentrer dans ce sujet, mais c'est des choses qui sont intimement liées. Et ce dont on s'est aperçu, avec le recul, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on avait oublié quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on a créé une monnaie unique, mais on a laissé survivre des systèmes bancaires qui sont totalement différents en ce qui concerne la banque de détail. La banque de détail, c'est quoi? C'est là où vous, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, vous allez emprunter, en tant que petite entreprise, sauf si certains d'entre vous ici sont à la tête d'une très grande entreprise, mais en tout cas, c'est là où les petites entreprises et les ménages empruntent lorsqu'ils ont besoin d'emprunter. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que cette hétérogénéité du tissu bancaire européen, le fait que dans les différents pays européens, la banque de détail n'est pas du tout intégrée, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, ça fait qu'on emprunte dans des conditions très différentes d'un bout à l'autre de l'Europe. Un Allemand qui emprunte pour s'acheter une maison va emprunter pour 10 ans à taux fixe et il ne pourra pas rembourser de façon anticipée son emprunt. Un Espagnol, il emprunte pour 40 ans, mais à des taux qui vont être indexés sur les taux courts, et il peut éventuellement rembourser de façon anticipée son emprunt. Donc il y a des pratiques de prêt, c'est la même chose pour les petites entreprises, il y a des pratiques de prêt et d'emprunt qui, depuis le début de l'euro, sont pour les particuliers, pour les petites entreprises, complètement différentes. Pourquoi c'est important? Parce que si en Espagne, on peut emprunter à des taux variables, qui sont indexés sur les taux courts, le jour où les taux courts sont bas, eh bien, vous allez emprunter beaucoup plus que vous n'empruntez en Allemagne, ou au contraire, on emprunte à des taux longs qui ont tendance à baisser beaucoup moins que les taux courts. Si en Allemagne, vous ne pouvez pas rembourser un prêt de façon anticipée, quand vous êtes un ménage, le jour où les taux longs se mettent à baisser, vous ne pourrez pas, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays en Europe, vous ne pourrez pas bénéficier de la baisse des taux hypothécaires, et donc vous allez rester collé avec un emprunt qui est fait à un taux élevé. Donc ces différences dans la nature des systèmes bancaires européens a conduit au fait que l'endettement en Espagne a progressé à une vitesse phénoménale. En Irlande, ça a été la même chose, alors qu'en Allemagne, il n'y a eu aucun endettement à partir dans les années 2000 des ménages allemands. C'est ce qui fait que le choc qui a touché les pays développés a été beaucoup plus fort, bien sûr, en Espagne ou en Irlande qu'en Allemagne. En Allemagne, il n'y a eu aucun choc.
En Espagne, il y a eu un choc massif, tout simplement parce que c'est là que les ménages avaient emprunté le plus, et c'est là où, d'un seul coup, le fait qu'ils arrêtent d'emprunter et qu'ils dépensent beaucoup moins a produit l'effet le plus difficile. Donc, un révélateur du fait, et il y a beaucoup d'autres choses, qu'on n'avait pas compris les besoins d'intégration bancaire qu'impliquait la construction européenne, au niveau, je répète, de la banque de détail. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, ça a été le révélateur d'une deuxième chose. C'est que la monnaie, la finance, on le sait, c'est quelque chose qui, depuis le début des temps, j'allais dire, génère des crises. Or, comment, lorsqu'on a créé une monnaie unique, allait-on répondre à la première grande crise à laquelle nous étions confrontés? Et à ça non plus, nous n'étions pas préparés. Personne n'a vu que mettre en place des dispositifs pour faire face à une crise, ça fait partie, une crise financière, ça fait partie des choses qu'il faut faire avant de mettre en place une monnaie unique qui implique qu'effectivement on soit capable de faire face de façon un tout petit peu efficace à une crise financière. Alors le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque la crise financière, puisque cette crise des dettes souveraines, comme celle de la finance globalisée, c'est une crise financière, a éclaté, on a découvert qu'on était totalement incapable d'y faire face, sur deux plans. Sur deux plans. Premier plan, on n'a aucune vision homogène au sein de l'Europe sur la façon dont il faut se comporter lorsqu'il y a une crise financière. Il suffit de voir comment on a hésité sur la façon dont on allait aider les pays qu'on voulait aider. Il faut voir qu'on a demandé aux Grecs, lorsqu'on les a aidés, au début, on leur a demandé de payer, on a dit, avec pas mal d'hésitation, qu'on avait prêté à la Grèce, on a commencé par dire, on va leur prêter, mais à des taux extrêmement élevés, pénalisateurs. Pourquoi? Parce que la logique, c'était de les punir pour les fautes qu'ils avaient commises, et donc ça paraissait logique d'aborder cette crise dans une logique punitive, sans voir que si vous voulez punir ceux qui ont, entre guillemets, fauté, eh bien, vous risquez, effectivement, vous allez avoir peut-être un résultat, ce n'est pas sûr du tout, hein, mais ce que vous risquez de faire, c'est d'inciter les autres pays en difficulté à refuser le plus possible de demander de l'aide, alors que dans une crise financière, ce qu'il faut absolument faire, c'est essayer de prévenir la contagion. Autrement dit, de faire qu'avant d'être touché par la maladie, on demande à être soigné. Il vaut mieux de la prévention que du soin. Dans une crise financière, c'est comme lorsqu'il y a une épidémie de grippe. Mais si vous dites à ceux qui veulent se faire, ceux qui sont soignés, vous leur dites ça va être extrêmement cher, ben ils vont attendre le plus possible, et donc ils vont contaminer les suivants. Et donc la façon dont on a aidé les Grecs, on y a été totalement impréparé, et la façon dont on a aidé ensuite le Portugal et l'Irlande a été complètement inadaptée à prévenir la contagion. Ce qui fait qu'on était dans un état d'esprit qui ne nous a pas permis rapidement de comprendre comment il fallait lutter contre la contagion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des divergences de vues, mais totales, entre un pays comme l'Allemagne ou un pays comme la France, en général entre le nord et le sud de l'Europe, sur la façon d'aborder ces problèmes financiers. Les uns sont dans l'idée que la dette est mal et ceux qui en font trop doivent être punis. Les autres sont dans l'idée que la dette, ce n'est pas forcément un problème. Et donc on a des attitudes qui sont complètement différentes sur ces questions financières qui nous ont paralysés pendant toute une partie de cette crise. Puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vu, et là aussi c'est quelque chose, et j'en ai presque fini. Je dirais juste un mot. Il est malin. J'ai encore, pardon. On pense toujours qu'on va être bref, mais en fait on peut être trop long. J'en suis désolé. Et donc, ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est que dans une crise financière, le comportement des marchés est complètement aberrant. Il est complètement aberrant, mais ce n'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. On sait parfaitement que les marchés ne sont pas du tout un mécanisme rationnel. Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu la spéculation qu'on dit souvent, mais il y a un fonctionnement normal des marchés qui fait que quand les choses vont mal, ils sont persuadés qu'elles vont aller de plus en plus mal et ils vendent tout. Et au contraire, quand les choses vont bien, ils sont persuadés que les choses vont aller de mieux en mieux et ils achètent tout. Et ça, c'est un mécanisme profondément déstabilisant. On a besoin, pour stabiliser les marchés, d'autorités capables d'intervenir de façon quotidienne, quand c'est nécessaire, sur les marchés. On avait juste oublié, au niveau de la zone euro, de se doter d'une telle institution. Et donc, la deuxième chose que la crise a révélée, c'est le manque complet
le manque complet de moyens d'intervenir sur les marchés financiers. Ça, c'était un grave oubli, plus bien sûr cette incapacité à faire face ensemble à une crise financière. Est-ce qu'à vos yeux, on a aujourd'hui ces institutions? Est-ce que les réformes qui ont été faites... On a fait un pas. On a fait un pas dans cette direction en permettant à la Banque centrale européenne, puisqu'on avait cette situation dans laquelle la Banque centrale européenne avait interdiction d'intervenir sur le marché des dettes publiques. On était la seule des grandes économies mondiales dans laquelle la Banque centrale n'avait pas le droit d'intervenir sur le marché de la dette publique. Je ne dis pas de financer les États, c'est deux choses très différentes sur lesquelles on commet souvent sur lesquels il y a souvent des malentendus. C'est une chose de dire que la Banque centrale finance les États, c'en est une autre de dire qu'elle intervient sur les marchés, tout simplement parce que les marchés, si on n'est pas capable de les stabiliser, eh bien, sont éminemment instables. C'est une des grandes leçons des 2 derniers siècles. Laissés à eux-mêmes, les marchés financiers sont profondément instables. Ils ont besoin en permanence qu'on les calme par des interventions aussi bien quand ils sont exubérants, parce que les choses vont bien, que quand ils sont totalement dépressifs, quand les choses vont mal. Ils ont besoin en permanence d'être ramenés à la raison, mais pour ça, il faut une autorité qui, aussi bien par la voix que par ses actions, est capable de le faire. Et ça, l'Europe, c'est tout simplement oublié de s'en doter. Là aussi, on commence à combler ce vide. Je dis un mot de l'avenir ou... Très rapide. Alors c'est facile. On y reviendra dans le débat. On y reviendra. Bon, alors je m'arrête peut-être si tu veux. Ok. Je vous relancerai l'un et l'autre sur l'avenir, mais je suis sûr qu'Emmanuel va en parler tout de suite. Oui, c'est très pressé. Bon, donc de toute façon, je ne vais pas discuter. J'approuve absolument toute l'analyse qui a été présentée des mécanismes de la crise. Moi, je n'aurais qu'une chose à ajouter. Quand même, c'est qu'il ne faut pas juger l'attitude européenne d'austérité trop sévèrement au départ. C'est que ce qui s'est passé lors des premiers efforts de lutte contre la dépression, c'est effectivement des efforts de relance par les États sur un mode budgétaire classique. Mais dans le contexte d'une économie globalisée, libre-échangiste, etc., la fabrication de demandes par la création de signes monétaires a essentiellement, enfin pas essentiellement, mais a beaucoup contribué simplement à maintenir les taux de croissance des pays émergents, de pays comme la Chine, l'Inde, et dans le cas d'un pays comme la France, accélérer les processus de délocalisation, et ça a permis l'émergence d'une économie tout à fait intéressante dans laquelle on avait réussi à renflouer le CAC 40. C'était normal. Si on relance un peu, on maintient l'économie mondiale à flot, on maintient les profits des grandes entreprises qui ont affaire au marché mondial ou qui sont implantées à l'extérieur. Mais en ce qui concerne, je dirais, le cœur européen ou français de l'économie, c'est absolument normal que ça ne fasse pas remonter les salaires, que ça ne relance pas l'économie. Vous voyez, donc d'une certaine manière, et l'Europe, je veux dire, parce qu'elle n'est pas une grande puissance impériale centralisée avec ses instruments potentiels qu'a décrit Anton Brender, l'Europe ne peut pas, ou peut-être c'est l'un des choix qui sont devant elle, ou derrière elle d'ailleurs, ne peut pas faire comme les États-Unis, c'est-à-dire maintenir un déficit budgétaire à 8,5% du PIB, parce que contrôlant, produisant la monnaie du monde, et étant ou restant en situation impériale. Donc ce qui permet aux États-Unis de continuer, en fait, ou d'avoir continué plus longtemps dans la dépense budgétaire et le déséquilibre budgétaire, c'est, je dirais, des problèmes d'endettement qui ont une toute autre nature, pas simplement parce qu'ils ont l'autonomie monétaire, mais l'autonomie monétaire produisant la monnaie du monde. Donc, dans une certaine mesure, le fait de dire stop, on arrête de créer de la demande pour les économies émergentes, je veux dire, c'est une rationalité partielle. Je veux dire, ça ne suffit pas. Et effectivement, ça mène l'Europe, pas à pas, vers une récession ou un retour de récession ou vers l'une des récessions les plus graves de l'histoire de la période moderne de l'économie. Mais a priori, je dirais que j'ai eu l'occasion de critiquer ceux que j'appelle les relancistes. En fait, c'est-à-dire les gens qui disent « Ah, il y a trop d'austérité, il y a trop d'austérité, il faut relancer ». Non, si on relance, on relancera pour l'économie allemande aussi, évidemment, puisque les concurrences sont internes à la zone euro maintenant de façon primordiale. Mais en fait, on relancera
je veux dire, pour les pays vers lesquels s'effectuent les transferts d'emplois, les choses comme ça. Donc je dirais, on est comme au milieu du gué, on est dans une crise, mais je ne serais pas trop dur a priori avec cette attitude. J'aurais tendance à dire que les politiques d'austérité, c'est-à-dire des politiques qui aboutissent à une contraction de la demande intérieure, justement pour ne pas rentrer ou ne pas rester dans ce cycle dans lequel les économies avancées se vident de leur substance productive ou de capacité de production je veux dire, au profit des économies émergentes. Je suis très heureux que les émergents émergent et que le niveau de vie monte dans tous ces pays. La question n'est pas là. Mais donc moi j'appelle ces politiques d'austérité, j'appelle ça le protectionnisme des imbéciles en fait. C'est un truc où on essaie de se protéger du commerce extérieur en contractant sa demande intérieure. C'est effectivement une stratégie qui a été initiée par l'Allemagne, qui est imitée par tout le monde, mais ce n'est pas globalement illégitime, et j'aurais tendance à penser que les gens qui se pensent comme néo-keynésiens, je veux dire, hors des États-Unis, les États-Unis, c'est vraiment un cas à part, mais les néo-keynésiens qui disent qu'il faut simplement relancer dans les conditions actuelles de libre-échange veulent simplement nous ramener aux dernières années. C'était ça, sous Sarkozy, c'était ce qu'on a vu, c'est une accélération des délocalisations dans cette période de relance budgétaire quand même. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, c'est pas tellement ça qui m'intéresse actuellement. Les questions économiques ne sont pas vraiment au cœur de ce sur quoi je réfléchis actuellement. Je suis plutôt redevenu historien, et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont réémergent toutes sortes de phénomènes historiques, justement, qui sont les phénomènes historiques qui, classiquement, échappent aux économistes. Le discours des économistes, et par métier, c'est très bien comme ça d'ailleurs, est un discours de type universaliste, c'est-à-dire où toutes les économies sont considérées comme des économies. Il y a partout le même homo economicus, agent économique rationnel, qui veut soit survivre, soit s'en mettre plein les poches, et qu'on soit du côté des États-Unis, en France, en Allemagne, en Chine, partout le même homo economicus essaie de faire ce qu'il peut pour s'en sortir ou prospérer. Mais il n'y a, je veux dire, a priori, il n'y a rien dans la réflexion économique qui permette d'appréhender, je dirais, la diversité culturelle, la diversité, non pas tellement des nations, mais la diversité des cultures qui fait que les comportements économiques de gros agrégats territoriaux, nationaux, etc., ces comportements sont différents. Donc quand on est dans des phases où tout va bien pour l'économie mondiale, eh ben, on peut faire comme si. C'est-à-dire on peut faire comme si vous avez des taux de croissance planétaires satisfaisants, ce qu'on a vécu pendant longtemps, vous pouvez faire comme si. Mais quand on arrive, je veux dire, dans les phases de difficulté, de contraction, j'ai le sentiment que les différences entre pays n'apparaissent plus simplement comme des différences de taux de croissance, on peut savoir si on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7%, si on est en rattrapage, c'est vraiment, je dirais, que ça l'effet d'accentuer les différences. Donc c'est le phénomène d'accentuation qu'on voit à l'échelle planétaire, mais bien entendu, c'est ces phénomènes d'accentuation des différences nationales qui entraînent des divergences économiques, et c'est bien entendu ça qui est en train de faire exploser le rêve européen. Puisque quand tout allait bien, on pouvait se raconter que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, tout ça, c'était la même chose. Je dirais, il y avait assez de facilité économique en termes de production et de demande pour tout le monde, mais je veux dire, on pouvait oublier la diversité. Et par exemple, je dirais, les Français, pendant un certain nombre de dizaines d'années, ont pu se raconter que l'économie française, la société française, c'était la même chose que la société et l'économie allemande. Je veux dire, tout historien du XXe siècle sait bien que ça n'est pas deux nations équivalentes, ce sont deux nations qui sont très différentes, je dirais, sur le plan culturel, et puis aussi sur le plan des puissances économiques. Des puissances, ce n'est pas la peine de se raconter l'histoire. La France du grand siècle, la Révolution française, était certainement une puissance qui était à parité avec l'ensemble de la civilisation allemande, mais je veux dire, tout au long du XXe siècle, l'histoire de l'Europe, ça a été la montée en puissance de cette force terrible qu'était l'économie allemande, avec ses capacités de dérapage au niveau social dans les expériences des années 30 et autres. Mais l'idée simplement que les gouvernants français ont pu se raconter que l'économie allemande et l'économie française, c'était des choses qui pouvaient fonctionner à parité dans un ensemble géré de façon sympa, etc., tout à fait absurde. Je veux dire, une partie de l'honnêteté. Quand on admet
Je veux dire, admettre la diversité culturelle, c'est admettre que la France et l'Allemagne, c'est des choses différentes, c'est accepter de voir une certaine diversité de comportements dans le rapport aux valeurs universelles. Dans ce cas-là, si on fait la comparaison, sera plutôt favorable aux Français. Mais c'est aussi être capable de voir que la puissance terrible de l'histoire allemande. Et je me permets de vous rappeler que pour maîtriser l'Allemagne devenue folle pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu les efforts conjugués de l'Union soviétique, de l'Angleterre et des États-Unis. C'est dire à quoi on a affaire. Alors je sais bien que l'Allemagne est un pays vieilli. La population allemande est une population âgée maintenant. Je veux dire, l'âge médian des Allemands est de 44 ans. On est à 40. Je veux dire, c'est un pays qui est en sous-fécondité. Et surtout, je ne voudrais pas donner l'impression que je suis en train de dramatiser. On est dans un monde apaisé. Je veux dire, il y a un coussin, je dirais, d'un niveau de vie incroyablement plus élevé qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des systèmes de sécurité sociale. Je veux dire, tout ça explique d'ailleurs pourquoi, dans ce contexte de crise mondiale, personne ne s'active tellement pour trouver rapidement des solutions, parce que la partie des populations qui souffrent partout, y compris, je dirais, en Europe du Sud, n'est pas encore majoritaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Je veux dire, donc il ne faut pas... Je veux dire, il faut vraiment pas dramatiser. Alors, j'en viens maintenant à l'analyse de ce qui se passe dans la zone euro. Donc honnêtement, pour moi, dans la zone euro, le problème, l'inventaire de tout ce qu'on n'avait pas prévu, je trouve, a été magnifiquement fait par Anton Brender. Quand on entend ça, quand on entend l'historien, on se dit « Putain, mais à quoi ils ont pensé ?» Je veux dire, c'est quand même « Ah putain, ils n'avaient pas prévu qu'il pourrait y avoir une crise et qu'il faudrait agir collectivement. » Donc, je veux dire, le premier sentiment qu'il y avait, je me suis dit « Mais putain, c'est vrai, on était gouverné par une banque de gugus incroyable. » Mais la vérité de toutes ces différences, c'est tout à fait fascinant, les différences de rapport au crédit. Parce que bien entendu, quand on est historien, démographe ou anthropologue, n'importe quelle casquette, on voit bien que la différence de rapport au crédit, hein, le crédit comme la dette, comme un truc honteux socialement et moralement pour les Allemands, pas trop angoissant par les Espagnols, avec des Français qui hésitent selon la région de France à laquelle ils appartiennent. Je veux dire, le breton, peut-être plus angoissé que le provençal. Je veux dire, ce qui est derrière tout ça, en fait, c'est des valeurs culturelles, c'est des variables culturelles, c'est des mentalités, c'est des trucs très très lourds que j'irais moi chercher dans des histoires de systèmes familiaux. Et ce qu'a révélé fondamentalement la crise de l'euro dans le contexte de la crise des dettes souveraines, c'est que l'Europe est un continent culturellement hétérogène, que ça ne pouvait pas marcher, et j'avais d'ailleurs l'occasion d'écrire dans la préface à la réédition d'un livre que j'avais fait qui s'appelait L'invention de l'Europe, une préface que je relis chaque fois que je suis déprimé sur mes capacités intellectuelles, dans lequel j'explique que soit l'euro ne se fait pas et ça sera... je veux dire, c'est vers 94, je vais écrire ça. Soit l'euro ne se fait pas et ce livre sera une contribution modeste. Non, il n'y avait pas modeste dans le truc. Une contribution à l'explication de l'impossibilité de certaines choses historiques. Soit l'euro se fait et ce livre permettra de comprendre dans 20 ans pourquoi la réalisation d'une monnaie unique faite en dehors de l'existence d'une conscience collective ou européenne, quelque chose comme ça, a produit une jungle plutôt qu'une société. Ça se présente très bien et je pense qu'après la chute finale, je veux dire, je vais achever ma carrière de prophète certifié de façon tout à fait satisfaisante. Alors, réfléchir sur le détail de ce qu'on peut faire économiquement, honnêtement, ça ne m'intéresse plus. Je le dis franchement, le problème, c'est de savoir à quelle date nos dirigeants, ici, en Europe, ailleurs, vont accepter une sorte d'évidence, à savoir que l'euro ne marche pas. Je ne suis pas un grand économiste, mais moi, dans mon idée, une monnaie, c'était quelque chose qui était fait pour servir l'activité économique. Une monnaie, c'est un truc, l'invention de la monnaie est un truc prodigieux, ça remplace le troc, puis ensuite on passe à des monnaies plus sophistiquées, mais la monnaie, c'est censé être quelque chose qui rend la vie économique possible. Bon, l'Europe a atteint le stade ultime du ridicule, ça c'est au-delà du veau d'or, comme rituel collectif absurde. La monnaie est devenue un problème. C'est-à-dire que le gros de l'activité des gouvernements européens,
dans un contexte effectivement de crise de l'ensemble du monde développé, c'est de sauver leur monnaie. Je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de cette situation. Alors ça a changé un peu en mieux depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir, puisqu'on s'inquiète un peu de l'état de l'industrie française, pas juste de la monnaie, mais le gros quand même de l'activité politique des gouvernements européens, c'est de sauver la monnaie. Vous voyez, donc en vérité, il y a une seule façon de sauver l'Europe, si c'est possible encore. Je veux dire, c'est simplement de se débarrasser de ce machin. Je veux dire, ça sera douloureux, mais il faut. Je veux dire, pour moi, la vraie grandeur, quelquefois, pour les hommes, c'est d'admettre leurs erreurs. Alors, je reconnais qu'après 2 mariages ratés, j'ai une facilité particulière à accepter la notion d'échec. Mais quand même, vous voyez, la vraie grandeur, c'est dire, c'est comme les guerres coloniales. Il a fallu en sortir. L'Algérie était perdue. Il a fallu, vous voyez, on est dans des problèmes comme ça. L'économie n'est plus intéressante. Alors maintenant, je voudrais, il doit me rester un petit moment quand même encore, voilà, terminer sur ce que devient l'Europe, ou plutôt sur la façon dont parler de l'Europe devient de plus en plus irréaliste. Parce que là, les gens continuent l'Europe, sauver l'Europe. Non, je veux dire, l'Europe, je veux dire, ça n'existe plus, ça a changé de nature. J'ai trouvé dans le train en venant la bonne métaphore pour décrire l'Europe, et j'ai relu sur Wikipédia le synopsis de la métamorphose de Kafka. Vous voyez, c'est ce type qui se réveille un matin et qui s'aperçoit qu'il est transformé en un énorme et monstrueux insecte. Hein ? Et puis sa famille s'occupe de lui, ça pour ça j'associe plutôt aux efforts de tout le monde pour sauver l'euro, et puis il meurt quand même à la fin parce que c'est quand même trop compliqué. Donc métamorphose. Qu'est-ce que j'entends par métamorphose pour l'Europe ? L'Europe, c'était, je dirais, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'était le rêve de nations égales entre elles, toutes démocratiques dans la variété libérale de la démocratie, et toutes sortes de nations qui étaient censées être égales, et qui étaient égales, bon, sauf le Luxembourg peut-être, dans l'esprit des gens, mais dans lequel il y avait un élément pragmatique. En gros, on admettait une sorte de cogestion du système par les Français et les Allemands, mais je crois avec l'idée raisonnable sous-jacente que si les Français et les Allemands arrivaient à s'entendre, ils étaient tellement différents, c'est que tout le monde y trouverait son compte. C'était ça l'Europe qui semblait marcher dans des conditions mondiales, je dirais, qui marchait, et puis sous pression soviétique, la peur faisant d'une bonne entente entre Européens de l'Ouest une nécessité. Mais là, l'Europe, sous nos yeux, est en train de se métamorphoser en quelque chose de tout à fait différent. Je veux dire, c'est un système d'inégalité entre nations. Je veux dire, l'existence de cette pression des difficultés extérieures fait ressortir toute la diversité culturelle et l'inégalité des rapports de force entre nations. Et donc, nous avons en bas la Grèce, une espèce de paria qu'on met sous austérité, puis ensuite les Espagnols, les Italiens. Alors, il y a un petit doute sur le statut des Français, hein, je ne sais pas. Bon, les Anglais ont essayé de disparaître du système, ils ont accès au plus vaste monde anglo-saxon, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement inquiets pour leur destin historique à long terme. Et puis il y a l'Europe du Nord, c'est absolument hallucinant la façon dont la géographie de l'Europe protestante, le clivage entre protestants, et spécialement entre luthériens et les latins, ou les Welsh, comme disent les Allemands, est réapparu en Europe. On a un exemple de persistance culturelle tout à fait étonnante. Et c'est un monde d'inégalité entre nations, c'est la réémergence, j'ai bien dit au début, dans un contexte paisible, âgé et riche, donc il ne s'agit pas de dramatiser, mais la réalité, c'est que l'Europe est en train de redevenir ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un champ d'affrontement entre nations diverses, inégales, et au XXe siècle, cet affrontement a pris la forme particulière d'une déstabilisation du continent par la nation la plus efficace et la plus puissante, qui est l'Allemagne. Car la réalité de ce qu'on est en train de vivre, ça n'est pas simplement, je dirais, l'échec de l'Europe ou les difficultés de l'Europe. Ce qu'on est en train de vivre, c'est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'Europe, c'est la réémergence de l'Allemagne ayant ce statut particulier
par effet, ça n'est pas une critique, ça n'est pas la faute des Allemands, ça n'est pas de la germanophobie. Je veux dire, ça n'est pas leur faute s'ils sont tellement efficaces. C'est admirable et on leur doit beaucoup aussi sur le plan du développement. Mais il y a cette force de déséquilibre qui monte et puis qui, à un certain stade, je veux dire, s'associe, je dirais, au trait négatif de la culture allemande, qui est l'absence de libéralisme, l'absence, je dirais, de sentiments égalitaires, l'incapacité constitutionnelle à gérer une sphère de prééminence ou d'hégémonie, et qui fait que l'Allemagne est à la fois dans une situation, je dirais, de dominance absolue, mais aussi dans une politique qui reste égoïstement nationale. Si l'Allemagne était capable de se comporter comme les États-Unis après-guerre, c'est-à-dire de s'assumer comme hégémone, prenant, je dirais, en compte l'intérêt de ses voisins moins efficaces ou moins puissants. Pourquoi pas? Bon, je ne dis pas que ça m'enchanterait, mais je ne parlerai pas comme ça. Mais je veux dire, toutes les stratégies économiques allemandes, de désinflation compétitive, de délocalisation d'une partie de ces chaînes de production dans les anciennes démocraties populaires, d'accords énergétiques particuliers avec la Russie, de sortie du nucléaire, montrent simplement une indifférence totale, je dirais à l'intérêt du continent. Et je terminerai, puisque je sens que bientôt je vais me faire... Tu sens bien? Je sens bien, oui, je sens. Ça se manifeste par un regard qui se détourne de ce que je dis, comme si ça allait comme ça. Mais je veux dire, c'est un quart d'heure que je te regarde. Oui, bon, d'accord. Oui, mais justement, tu as cessé de me regarder, et c'est ça qui m'inquiète. Je prépare ce que je vais dire quand tu vas te taire. Je termine le véritable drame, puisqu'on a commencé avec une Europe associée aux valeurs de la démocratie libérale. Mais en partie, c'est un moment historique. Je veux dire, la vérité de l'Europe n'est pas la démocratie libérale. La tradition démocratique libérale en Europe, c'est l'Angleterre, la France, les pays scandinaves et le Benelux. La réalité de l'Europe des années 30, c'est que, je veux dire, du Portugal de Salazar jusqu'au Japon, si on peut dire, ça n'était qu'une longue succession de régimes soit autoritaires, soit totalitaires. L'Europe n'a pas de prédisposition naturelle à nourrir la démocratie libérale. Ça serait plutôt caractéristique du monde atlantique. Et bien entendu, entre les deux guerres, au cœur du non-libéralisme de l'Europe, je veux dire, il y a eu l'Allemagne. Et mon immense tristesse actuellement, c'est on est en fait, quand on voit la façon dont les Grecs sont traités, dont les populations sont traitées, en fait, c'est pas dramatique encore. Le niveau de vie est élevé, personne ne soulève, il ne faut pas dramatiser. Mais je veux dire, on est en train, et si on ajoute au discours des élites méprisant les peuples, avec l'émergence d'oligarchies, d'égalité, etc., on est dans une phase d'affaissement des valeurs et des pratiques démocratiques. Et bien entendu, ces valeurs et ces pratiques démocratiques sont plutôt faibles en Europe historiquement et particulièrement faibles en Allemagne. Et quand je vois cette espèce d'alignement, d'acceptation de diktat monétaire allemand, ce que j'appelle Gleichhaltung, vous savez, la Gleichhaltung, c'était la mise au pas de la société allemande sous Hitler. Moi, je parle de Gleichhaltung budgétaire et monétaire en Europe. Je veux dire, le truc qui vraiment m'attriste, et essayez de comprendre que c'est le contraire de la germanophobie. Je veux dire, c'est une vraie tristesse. C'est de voir l'Allemagne à nouveau, comme si elle était appelée par une sorte de destin maléfique à promouvoir la destruction de la démocratie en Europe. Et je conclus sur cette note d'une infinie tristesse, mais encore une fois, nous avons le temps, ce n'est pas dramatique, l'Allemagne est un pays pacifique, n'a pas l'arme nucléaire, il faut quand même qualifier tout ça. Merci. Avant de vous passer la parole, je voudrais refaire parler Anton, à qui j'ai promis de laisser un peu de temps pour parler de l'avenir. Et là, il a été tellement évoqué par Emmanuel que tu vas vouloir reprendre. Quelques observations. Emmanuel commence son exposé en disant « Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ». Puis finalement, on t'écoute et on se dit « L'accord n'est pas très épais ». Premier désaccord sur l'austérité. J'ai cru comprendre. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Deuxième désaccord possible
Sur la sortie de l'euro, tu nous dis l'euro est une monstruosité, une espèce de cafard géant qui a pris conscience de lui-même un matin. Non, je cesse de te regarder, regarde, je ne te regarde pas, donc il ne faut pas que tu parles. Troisième observation, et là ce sera une question Emmanuel, et tu pourras reprendre la parole juste après. Si vraiment on te suit, c'est-à-dire si vraiment on a des raisons de croire que l'Europe est en train de retourner à son hétérogénéité conflictuelle d'origine, mais précisément la construction européenne est une réponse à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on se réunisse, il faut bien qu'on recouse quelque chose ensemble. Donc c'est le paradoxe finalement de ton exposé, je trouve. Tu dis d'un côté, tout ça court à la division, et de l'autre, on a envie de te dire, si on ne souhaite pas ça, si ça te rend triste, alors qu'est-ce qu'on construit pour éviter ce retour à la division? Et puis, une observation... Voilà, c'est ça. Non, mais tout à l'heure, tu pourras parler. Et dernière observation, l'Allemagne a fait quand même pas mal de chemin depuis 3 ans. L'Allemagne refusait catégoriquement que la BCE intervienne sur le marché secondaire des dettes souveraines. Finalement, Draghi, en faisant un peu de chirurgie fine, a réussi à lui faire accepter un certain nombre de choses. Bon, quand on fait le compte de ce que l'Allemagne refusait de manière dogmatique encore il y a 2-3 ans et de ce qu'elle accepte aujourd'hui, on se dit elle est capable de bouger. Donc voilà, Antoine, c'est à toi. Puis Emmanuel, tu pourras répondre. Et je te promets, je te regarderai bien comme il faut. Vas-y. Bien, alors je suis un peu embarrassé parce que moi j'ai la même épouse depuis 30 ans et donc je ne dois pas avoir le sens de l'échec de la même façon. Mais bon, on oublie. Et vous pourrez leur poser des questions sur cet aspect des choses, mais après la conférence. C'est totalement privé, ça n'a rien à voir avec le sujet, sinon que ça doit te donner une moindre capacité à reconnaître les échecs. Et donc je voudrais un tout petit peu défendre le point de vue des économistes. D'abord, ils n'ignorent pas tout des différences culturelles, puisque un des points sur lesquels j'ai essayé d'insister, c'est que face au problème de la dette, les pays européens ont des attitudes radicalement... Non, mais je défends la corporation cette fois. La pauvre. Non, mais... Parce que les économistes en prennent plein la tête, souvent. Et donc, deuxième chose, est-ce qu'on a été si mauvais en construisant l'euro? Il faut bien voir ce que c'est que l'euro. C'est une expérience de construction. Et on en fait rarement en matière économique, en matière institutionnelle. La dernière fois qu'il y a eu une grande expérience, ça a été le socialisme, la mise en œuvre du socialisme en URSS. Il a fallu à peu près 70 ans pour qu'on s'aperçoive que ça ne pouvait pas fonctionner. Et la comparaison ne rend pas très optimiste. Hein. Non, si, justement, parce qu'ici, on s'aperçoit au bout de 10 ans que ça ne peut pas fonctionner tel qu'on l'a mis en place. Et donc, je dis, les délais se raccourcissent. Vous savez, il y a des gens à l'époque de la perestroïka qui disaient le socialisme, c'était une belle expérience, c'est dommage qu'on n'ait pas commencé par la faire sur les souris. Mais c'est vrai qu'on pouvait dire la même chose de la construction de l'euro, sauf qu'on ne sait pas faire ces expériences. Et donc, ce qui serait grave, c'est de ne pas tirer les leçons des expériences. Et c'est là où le fait qu'il n'y ait pas encore de dégâts majeurs en termes de niveau de vie, qu'on s'aperçoive au bout de 10 ans que l'expérience nous révèle un certain nombre de défauts, ça, c'est une des premières choses qui me paraît un tout petit peu moins négative que ce qui a été dit. Deuxième chose, alors sur l'austérité, c'est facile de dire que la relance keynésienne, tout ça, c'est des choses du passé, ou que ça ne sert qu'aux Chinois. Il faut bien voir ce qui se serait passé si on n'avait pas fait, non pas de la relance keynésienne. Ce qu'on a fait, c'est pas essayer de stimuler l'activité. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'éviter qu'elle ne s'effondre. On a fait des petits calculs, tout bêtes. En gros, si on n'avait rien fait, le niveau de vie dans les économies développées, en moyenne, il baissait de 20%. 20% est fatalement concentré sur les populations les plus pauvres. Donc dire que ça n'a pas fait progresser les salaires, c'est une évidence. Ce qui se serait passé si les États n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait en matière budgétaire, ça aurait été une baisse profonde des salaires et une hausse formidable du chômage. Donc on ne peut pas dire que les politiques de soutien qui ont été mises en œuvre n'ont pas été efficaces. Elles ont été efficaces. Elles ont empêché un effondrement de l'activité et des masses salariales. Elles n'ont pas stimulé l'activité. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est toujours pas de stimuler l'activité, c'est effectivement d'atténuer le rythme de la restriction de façon à ne pas asphyxier l'économie. Ça, c'est une des choses. Alors, est-ce que les États-Unis, et là je suis fondamentalement pas d'accord avec Emmanuel, est-ce que les États-Unis font ce qu'ils font parce qu'ils ont un privilège extraordinaire que leur donne leur monnaie? Ça, c'est quelque chose qui est radicalement faux. Les États-Unis, je sais bien que c'est une idée qui est reçue, qui est rebattue, mais elle est fausse.
L'euro est une monnaie qui est aussi utilisée aujourd'hui dans le monde et qui pourrait l'être. L'endettement de la zone euro vis-à-vis du reste du monde est massif. Ses avoirs aussi. Donc l'euro n'est pas privé du pouvoir monétaire. Nous sommes privés d'un certain nombre de choses, mais l'euro est une monnaie qui a un cours mondial, qui peut tout à fait avoir un statut comparable à celui du dollar. Ça dépend essentiellement de nous. Il n'y a pas de fatalité qui prive l'euro, les pays de l'euro, de moyens d'action, et qui donne aux États-Unis des marges de manœuvre que nous, on n'aurait pas. Ils se sont donné des marges de manœuvre. Ils vont essayer de réduire leur déficit. C'est un des enjeux du Congrès qui vient d'être élu, mais ils vont le faire à un rythme qui sera adapté à leur conjoncture, et pas parce que le dollar est une monnaie qui bénéficie aujourd'hui encore d'un statut privilégié, parce qu'il leur semble que sur le plan économique, c'est la chose à faire. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait un privilège du dollar qui explique ce que les États-Unis font aujourd'hui. D'ailleurs, le Royaume-Uni a une politique à sa propre monnaie, qui a un statut plus ou moins international aussi, et ils ont une politique qui est à peu près aussi mauvaise que celle de la zone euro. Donc je ne crois pas que ce soit sur le plan du statut des monnaies qu'il faille chercher l'explication de la différence entre les États-Unis et la zone euro. Sauf qu'ils ont beaucoup monétisé leur dette. Qui ça? Les Britanniques. Monétiser leur dette, ce n'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Aux États-Unis, la Banque centrale intervient sur le marché des dettes. Mais aux États-Unis, par exemple, ce qu'achète la Fed aujourd'hui, c'est des créances hypothécaires. Ce n'est pas uniquement des bons du Trésor américain. Elle intervient sur le marché des dettes. Ce n'est pas la même chose que de financer les États. On pourrait revenir là-dessus s'il y avait un intérêt. Mais ce n'est pas du tout la même chose de dire qu'on a une banque centrale qui intervient sur le marché des dettes que de dire qu'elle finance les États. J'ai insisté d'ailleurs tout à l'heure sur le fait que dans la zone euro, l'enjeu c'est de pouvoir intervenir sur le marché des dettes en général, en particulier celui des dettes publiques, et pas de financer les États. C'est un problème qu'il faut arriver à distinguer, au moins conceptuellement. Alors, deuxième chose sur laquelle je voulais dire un mot, c'est la sortie de l'euro. Je comprends bien l'attitude d'Emmanuel. On peut avoir, et je fais partie de ceux qui par moments sont un peu exaspérés par la difficulté qu'on a à faire avancer l'euro. Sortir de l'euro, il faut bien voir ce que ça veut dire. L'euro, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois une monnaie, mais c'est une monnaie qui est au cœur d'un système financier dans un monde où on a accumulé énormément d'épargne. Emmanuel l'a dit, et il a complètement raison, la différence entre aujourd'hui et il y a un siècle, c'est que nous sommes devenus des pays riches. Ça veut dire que nous avons accumulé un stock d'actifs financiers qui est extrêmement important, beaucoup plus important que tout ce qu'on n'a jamais connu par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui fait que l'intégration financière, qui va avec l'intégration monétaire, eh bien, est extrêmement contraignante. Autrement dit, intellectuellement, c'est facile de dire « je sors de l'euro ». Physiquement, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne sait pas le faire. Il faut se rappeler que l'euro, à tort ou à raison, a été construit comme quelque chose d'irréversible. Il n'y a pas de mode d'emploi pour le démontage. Le montage, il faut s'en rappeler, a été extrêmement difficile. Le démontage est extrêmement coûteux. On peut toujours sortir de l'euro. Ça va avoir un coût en termes d'activité et de niveau de vie qui sera considérable. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. L'arbitrage, c'est je sors de l'euro, c'est possible, ou je fais éclater l'euro, mais ça va coûter énormément en termes de niveau de vie. Et il faut l'avoir en tête, ce n'est pas un geste qu'on peut faire comme ça. Ça n'a pas été prévu. Et donc, ça va être extrêmement coûteux. Dernière chose, est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que l'était Emmanuel il y a une seconde? Un samedi matin, oui. Mais le reste de la semaine, ce n'est pas forcément aussi noir que cela. Pourquoi? D'abord parce que, Thierry l'a rappelé il y a une seconde, l'attitude allemande est extrêmement rigide, mais depuis le début de cette crise, les Allemands sont revenus sur tout ce sur quoi ils avaient dit qu'ils ne reviendraient pas. On a prêté à la Grèce à des taux élevés, on a décidé d'abaisser les taux qu'elle ont prêtés à la Grèce. On a dit qu'on allait associer les marchés au financement des pays en leur imposant de renoncer à une partie de leurs créances sur les États auxquels ils ont prêté. On a expliqué, et l'Allemagne aujourd'hui a signé, que c'était quelque chose qu'il était relativement dangereux de faire. On a dit que la Banque centrale n'interviendrait pas sur le marché des dettes publiques, sur le marché secondaire des dettes publiques. C'est ce qu'on vient d'accepter. Et ce qui est révélateur, c'est que la chancelière a accepté le programme que M. Draghi a mis en place à la Banque centrale européenne, non seulement contre ce qu'elle avait dit auparavant, mais contre le président de la Bundesbank qui, très publiquement,
a dit qu'il était contre ce plan Draghi. Et donc, on a une attitude allemande qui, effectivement, est extrêmement irritante, mais qui est, dans les faits, beaucoup plus souple qu'elle n'est dans la réalité. Et puis, dernière chose, si tu me permets encore, si on veut se tourner vers l'avenir. C'est la dernière, vas-y. La dernière. Si on regarde sur quoi on devrait encore progresser, mis à part donc, ce point de desserrer l'austérité qui est excessive, le rythme auquel on retourne vers les équilibres budgétaires, il y a effectivement, si on veut qu'il y ait un petit peu plus de solidarité dans la zone euro, il faut absolument qu'il y ait des abandons de souveraineté qui se fassent ici ou là. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de ce qui fait que la zone euro va pouvoir fonctionner et l'euro pourra perdurer, c'est qu'on doit accepter un minimum d'abandon de souveraineté. Mais il ne faut pas penser que ces abandons de souveraineté, ça veut dire que demain, notre budget va nous être dicté par Bruxelles, comme on le dit parfois. Ce qui se passe actuellement est quelque chose d'extrêmement préoccupant parce qu'on est en train d'imposer à des pays de faire telle réforme. Et ce diktat, il arrive effectivement des gouvernements partenaires ou de Bruxelles. Et ça n'est pas démocratique au sens habituel du terme en tout cas. Les abandons de souveraineté ne sont pas forcément cela. La seule chose dont on a vraiment besoin, c'est de coordonner le rythme, mais en permanence, pas juste pour sortir de cette crise, et beaucoup l'avaient dit avant, on a besoin de coordonner le rythme des réductions des déficits, on a besoin d'articuler les uns par rapport aux autres les budgets des différents pays, mais pas dans le détail. Simplement, on doit se mettre d'accord en permanence pour avoir le meilleur réglage de la conjoncture possible par les politiques budgétaires qu'on mène. Donc, on doit être d'accord pour dire, la France, voilà, elle doit avoir non pas une limite à son déficit budgétaire, mais un déficit budgétaire qui est à peu près de temps, l'Allemagne un déficit ou un excédent qui est à peu près de temps, etc. On doit simplement se mettre d'accord sur le résultat de la différence entre les recettes et les dépenses, et c'est ça qu'il faut coordonner. Mais la nature des recettes, la nature des dépenses, elle doit et elle peut continuer de dépendre de chacun des pays. La seule chose sur laquelle il faut effectivement accepter un abandon de souveraineté, mais tous, c'est sur le résultat, le solde budgétaire. Celui-là, il doit être décidé ensemble de façon à ce qu'il corresponde à la meilleure gestion possible de la conjoncture européenne. Et c'est ça aujourd'hui qui pose un problème. Ce n'est pas de dire tout le monde doit avoir 3%, où tout le monde doit aller à 60% de dette sur PIB contre vents et marées et quoi qu'il advienne, c'est de dire que nous sommes d'accord pour décider ensemble de ce qu'est le bon solde budgétaire dans une conjoncture donnée pour chacun des pays. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'accepter que Bruxelles nous dise, voilà, vous levez tel impôt, vous faites ceci ou cela, vous réformez vos retraites dans tel ou tel sens. Par contre, on doit s'engager à respecter les objectifs de solde sur lesquels on a accepté de se coordonner. Merci. Alors, Emmanuel, je te regarde. Ça, c'est gentil. Bon, je vais faire une réponse collective. Alors, les problèmes, ils tournent comme toujours. Bon, la question, c'est l'Allemagne. Et en fait, ce qui me frappe, ça fait 40 ans que je dis ce que je pense. Je ne vais pas arrêter à 4 ans de la retraite. Hein. Donc, je ne vais pas être forcément hyper agréable. Ce qui me frappe, c'est quand même votre, je ne sais pas si c'est voulu, instinctif, ou si c'est une peur de la réalité, mais c'est ce que je perçois moi comme une incroyable naïveté dans la présentation de ce qu'est l'Europe, de ce que sont les rapports de force en Europe, et en particulier de la position de l'Allemagne. La réalité de la zone euro, c'est quand même un truc très simple. Vous avez une économie industrielle dominante au centre, contre laquelle les autres économies moins puissantes, françaises, italiennes ou autres, pouvaient se protéger à intervalles réguliers en dévaluant. C'est-à-dire tous les débats sur le coût du travail. Donc on a un débat, contrairement à ce que dit la gauche de la gauche, je pense que la question de la compétitivité et du coût du travail est une question très importante. Mais quand on avait un problème de compétitivité pris face à l'Allemagne, avec des spécialistes différents, et on dévaluait, et la zone euro fait qu'on ne peut plus dévaluer. Il faut bien voir que la zone euro, pour les économies les plus faibles, et il faut s'assumer pour ce qu'on est. Je ne suis pas du tout en train de dévaloriser notre pays. Je veux dire, The Economist qui nous insulte cette semaine, c'est écrit par des gens qui rêveraient de vivre en France et qui nous envient.
Je suis persuadé que le désir profond, je dirais, de tous les grands patrons allemands serait plutôt d'être français, au fond, plutôt que de dominer l'Europe. Je veux dire, vous voyez, je ne suis pas du tout en train de me moquer de mon propre pays, mais je veux dire, nous avons cet égoïsme plus faible qui se protégeait par la dévaluation. Donc la réalité de la zone euro, c'est que c'est comme une sorte de chasse gardée. J'ai employé une fois l'image de renard dans le poulailler pour l'économie allemande. Et tant qu'on est ligoté dans la zone euro, eh ben, l'Allemagne peut continuer par effet de concurrence, de réaliser une partie de ses ajustements à la globalisation au sens le plus vaste, simplement en écrasant les systèmes industriels de ses partenaires. C'est le choix stratégique de l'Allemagne, qui est une nation en reconstruction. Les gens n'ont pas vu que l'Allemagne s'est réunifiée. Je veux dire, il y a une vingtaine d'années, et que l'Allemagne est du simple fait de la dynamique de la réunification dans un processus de reconstruction nationale que, personnellement, je trouve tout à fait légitime. Donc, il y a cette situation particulière. Et donc, bien entendu, c'est une immense naïveté. Je veux dire, le discours du genre oh, c'est incroyable, les Allemands étaient super sympas, ils ont accepté d'être un peu plus laxistes. Mais moi, ça fait des années que je dis qu'ils accepteraient. Parce que les premiers perdants à l'explosion de la zone euro, ça serait les Allemands. Je veux dire, Angela Merkel, ce n'est pas une dirigeante à la française. Nous, ce qu'on a en France, c'est qu'on a une présidence de la République qui, en théorie, a tous les pouvoirs dans le système français, mais qui en fait n'en a aucun, puisque le pouvoir monétaire fait partie du pouvoir d'État. Donc vous avez le président de la République française, qui est le type, le chef d'exécutif en théorie le plus puissant du monde occidental, qui est complètement ligoté par le fait que que la Banque centrale maintenant est pas à Bruxelles mais à Francfort, donc est hors du pays et qui ne peut rien faire. Angela Merkel, c'est autre chose. C'est une sorte d'agent d'intermédiaire entre le corps électoral allemand qui existe et le patronat allemand qui a une stratégie. Alors le corps électoral, il pense quand même que les mecs au-delà du Rhin et au sud des Alpes, c'est pas des types sérieux. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Nous, on fait des enfants. On divorce, mais on fait des enfants. Voilà. Je veux dire, les Allemands sont trop sérieux pour faire suffisamment d'enfants pour reproduire la société. Je veux dire, ils ont autre chose à faire. La balance commerciale excédentaire. Les pays sont très différents. Vous voyez, on pourrait être en train de parler de toutes ces différences de façon sympa, mais bon, c'est pas... je veux dire, c'est pas comme ça. Donc, vous avez ce patronat qui est très conscient, vous avez cette population allemande qui trouve que les mecs sont pas sérieux au-delà du Rhin, même si c'est un lieu de vacances agréable. Et vous avez ce patronat qui sait que la zone euro est essentielle à la survie de l'industrie allemande. Et donc, évidemment, au final, Angela Merkel, elle veut se faire réélire, mais au final, elle doit accepter les objectifs du patronat allemand. Et si je devais, moi, définir, je dirais, la stratégie allemande dans le contexte actuel, je pense qu'il y a une vraie pensée, monétaire allemande. Les Français ont assez peu de pensée économique. La pensée, je m'excuse, ce n'est pas une insulte à la profession. La tradition française, intellectuellement, c'est plutôt la sociologie, l'histoire, partant de Durkheim et toutes sortes d'autres. La pensée économique, fondamentalement, est produite dans le monde anglo-saxon. Je veux dire, depuis en Angleterre d'abord, puis aux États-Unis. Et moi, à l'époque où je m'intéressais à l'économie, je n'ai vu que deux écoles qui avaient un certain niveau d'autonomie. C'est les Suédois. Les Suédois ont une vraie pensée économique autonome. Et d'ailleurs, le seul théorème intéressant, je veux dire, pour l'analyse des relations économiques internationales, le théorème de Heckscher-Ohlin, c'était deux Suédois, Heckscher et son élève Ohlin. Donc voilà. Et les Allemands ont une réflexion économique d'un genre particulier sur le protectionnisme avec Friedrich List. Il y a une réflexion sur la monnaie en Allemagne. Moi, j'étais allé jusqu'à m'appuyer la lecture du bouquin, enfin en anglais j'avais pris de State Theory of Money, enfin je ne sais plus comment c'était le titre, de Knapp, qui est une vision hegelienne de la monnaie. Donc si vous voulez, il y a dans toutes les attitudes françaises, il y a une sorte de sous-estimation de l'Allemagne en tant que je veux dire que force économique, mais aussi une sous-estimation de l'Allemagne en tant que capable d'avoir une stratégie intelligente et des conceptions monétaires. Et donc les Allemands, je dirais, voient tout ça. Vous voyez, il y a une stratégie. Mais je voudrais terminer rapidement sur ces questions et prendre les choses au niveau du langage. Vous voyez, on a parlé, donc je pense quand même que fondamentalement, Anton Brender, qui ne veut pas d'histoire avec la pensée dominante, il dit oui, l'euro. D'un côté, bon, c'est un type évidemment intelligent.
il n'y a pas de problème. Bon, donc, il voit bien tout ce qui ne marche pas. J'avais dit que j'allais être pas sympa, hein, bon, pour finir. Mais, donc, il voit tout ça. Mais quand même, pourquoi s'embêter alors, il va vous dire, oh là là, alors, ce que je trouve un peu limite, en fait, en termes de responsabilité sociale et morale, c'est l'activation de la peur de la sortie de l'euro, de faire peur aux gens pour leurs petites économies, implicitement, qui est le chantage fondamental exercé sur les populations. Ça n'est pas vrai, ça serait douloureux, mais de toute façon, on va vers une baisse du niveau de vie. Ça serait douloureux, il y aura un choc opératoire, mais bien entendu, on peut sortir de l'euro, l'argent n'est pas un dieu inaccessible, et vraiment, je vous en supplie, chaque fois que vous entendez des gens qui ne vous ont pas dit que l'euro n'allait pas marcher quand il était temps, vous disent maintenant on ne peut pas en sortir, mais on est vraiment au niveau de l'escroquerie la plus fondamentale. Vous voyez ? Et il ne vous a pas dit que le gros de la régulation de la circulation monétaire en France, concrètement, était toujours du ressort de la Banque de France. Vous voyez ? Je veux dire, non, ça serait compliqué, ce sera un peu douloureux, il faudra un peu de contrôle d'échange, il y aurait un choc opératoire, et surtout, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on ne vous parle pas de toute la dimension positive d'une admission de l'échec de l'euro. Regardez, je veux dire, quand même, ce qui se passe est quand même la preuve de ce que nos classes dirigeantes sont incompétentes. Je veux dire, les mecs qui ont mis ce machin en place sont des foireux totaux. Je veux dire, ce sont des gens qui ont mis les jeunes générations dans des situations épouvantables, qui sont toujours aux commandes, mais vous imaginez le coup de jeune psychique que ça donnerait à la société française de réaliser, moins douloureusement qu'en 1940, je veux dire qu'elle est gouvernée par des foireux. Je veux dire, vous imaginez le terme de revitalisation de l'activité. Il y a toute une dimension positive de l'admission de l'échec de l'euro qui n'est jamais décrite. Mais j'admets tout à fait qu'il y aurait 2 années, sans doute, assez pénibles. Mais se retrouver entre nous, entre Français, dans la merde, à régler une crise monétaire, c'est pas excitant. Plutôt que ce qui nous est proposé d'une façon que je qualifierais de pas très honnête. Parce qu'actuellement, dans l'état des rapports de force, on nous dit, oui, ah ben oui, alors, comme ça ne marche pas, comme on a déjà tout foiré jusque-là, on va aller encore plus loin. C'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans le foirage. Alors, nous allons devoir admettre d'autres abandons. On ne peut déjà plus rien faire, vous voyez ? Donc, on ne peut plus rien faire. Je parlais tout à l'heure du président de la République française qui est totalement ligoté, je veux dire, et qui devrait prendre le pouvoir comme Louis XIV a pris le pouvoir à l'atteinte de la majorité, en se débarrassant de l'euro. Mais on est déjà ligoté. On dit, nous allons avoir besoin d'autres abandons de souveraineté, virgule, à Bruxelles pour échapper à notre abandon actuel. Mais ça n'est plus vrai. Maintenant, si on abandonne de la souveraineté, c'est à Berlin. Et les gens qui essayent de vous vendre Bruxelles comme le lieu des abandons de souveraineté, je veux dire, ne disent pas la vérité. La vérité maintenant, c'est que dans le contexte d'une économie allemande surpuissante, dans un espace euro ligoté, tout abandon de souveraineté sera un abandon de souveraineté à Berlin et pas du tout à Bruxelles. Bien. Bon, Anton, un mot, mais après je voudrais prendre la parole de la salle. Un mot si tu veux réagir, puisque tu as été juste interpellé. un peu, parce que je pense qu'il y a des propos qui sont séduisants, mais extrêmement dangereux si on les prenait au pied de la lettre. Autrement dit, cette idée que les problèmes, que la France, puisque c'est quand même de la France qu'on a parlé, sont liés essentiellement à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'euro. Je le crois. Autrement dit, en sortant de l'euro, on résoudrait nos problèmes. Je crois que nos problèmes ne sont pas liés, malheureusement, à l'euro. L'euro, c'est sur nos problèmes aujourd'hui, effectivement, quelque chose qui n'arrange pas la situation. Mais sortir de l'euro nous laissera face à nos problèmes. On sera tout seul dans notre propre merde, comme aurait dit Emmanuel, mais on sera quand même dans la merde. Et c'est pas ça, c'est pas le fait de sortir de l'euro qui va résoudre nos problèmes. Et là, je crois qu'il faut revenir, et c'est juste là-dessus que je voulais intervenir, sur cette idée mais qui est très ancrée chez beaucoup de nos gouvernants, et depuis longtemps, et qui était ancrée également aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs, c'est que l'objectif, c'est d'être, comme l'Allemagne, une puissance industrielle. Je pense que ce que la France a du mal à accepter, ça toute l'histoire nous le dit,
c'est que depuis plus d'un siècle, on a toujours rêvé de ressembler à l'Allemagne, de produire comme elle des machines, d'avoir les mêmes succès industriels que l'Allemagne. Le résultat, c'est qu'on néglige complètement les atouts que nous avons en tant que France depuis toujours, qui sont le fait d'être un pays touristique, agricole, etc., etc. Je prends juste un exemple pour dire que... Mais oui, attends, je ne vois pas... Non, mais on est dans cette idée qu'il faut absolument avoir une industrie aussi performante que l'industrie allemande. Je ne le crois pas. On n'a absolument pas besoin d'avoir une industrie performante. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'être performant là où on a des atouts. Et c'est justement... Non, mais on a juste un mot, et c'est là-dessus que je voulais terminer. Malheureusement, ce que la France fait, mais depuis des décennies, c'est de négliger les atouts qu'elle a parce qu'elle rêve d'avoir les mêmes que l'Allemagne. Et ça, c'est notre drame. Ok. Vous pourriez continuer à discuter, mais je vais maintenant donner la parole à la salle. Si vous pouviez éclairer un peu la salle, je verrai qui parle. Voilà, il y a 2 questions en bas ici. Oui, merci de vos interventions animées et fort passionnantes. Qui parle? Je voulais ici, là, oui. D'accord. Je voulais savoir si les analyses que fait Emmanuel Todd de la faillite de l'Europe et de l'euro aussi n'amènent pas au risque de monter des nationalismes politiques, j'entends. On va prendre 2 ou 3 questions et puis ensuite vous répondrez, messieurs. Ici, Guillaume Duval. Oui. Je crois qu'Emmanuel réécrit un peu l'histoire quand même. Et il ne faut quand même pas oublier sur le plan politique pourquoi est-ce qu'on a fait l'euro. On a fait l'euro parce que la France n'avait plus strictement aucune souveraineté monétaire dans la phase antérieure. Et il s'agissait, en partageant la souveraineté sur une monnaie commune, de reprendre un tout petit peu de pouvoir sur la monnaie qui intervient dans l'espace français. Dans la période antérieure, le franc existait certes, mais on ne pouvait plus rien en faire. Et d'ailleurs, on voit que ça fonctionne. Ce n'est pas les membres français du directoire de la BCE qui ont démissionné, c'est 3 membres allemands successifs qui ont démissionné depuis 2 ans du directoire de la BCE. Si les Allemands, si Kohl à l'époque l'a accepté, ce n'était pas simplement une concession à Mitterrand dans le contexte de la réunification, c'était aussi, parce que c'était l'objectif d'une partie essentielle et toujours importante aujourd'hui des élites allemandes, d'ancrer le pays dans le contexte de l'Europe, de ne pas permettre ce que Emmanuel est en train de décrire et ce qu'il veut favoriser en poussant à défaire l'euro. C'était le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il a une conception différenciée des cultures, etc. en Europe, mais je pense qu'il se trompe complètement sur l'Allemagne. L'Allemagne, ça n'existe pas. L'Allemagne, c'est un pays qui a commencé à exister en 1871, il n'y a même pas 140 ans. En termes de diversité culturelle, c'est infiniment plus grand aujourd'hui encore que ce qu'il a déjà décrit sur la France entre les Bretons et les Provençaux en matière d'accès au crédit. Faites attention avec les Bretons, il y en a beaucoup ici. Non, mais je dis simplement, il a raison de penser que la France reste un pays divers malgré 1000 ans de centralisation. Mais l'Allemagne, c'est sans comparaison. Considérer l'Allemagne comme une entité unique, dans tout son discours, c'était ça, c'est, je crois, se tromper. La dernière chose que je voulais dire, si tu me permets... Oui, mais brièvement, oui, parce que je voudrais que les autres c'est qu'il se trompe aussi sur un point essentiel. C'est sur la question de la démocratie. Ce qui coince aujourd'hui en Allemagne, ce qui fait que les Allemands sont réticents à aller plus loin dans la construction européenne, c'est que justement, il y a des Français qui, comme Emmanuel l'a décrit, sont les héritiers de Napoléon et de Louis XIV, et qui ont renouvelé ce genre à travers la constitution de la Ve République, qui ne sont pas des démocrates, qui ne sont pas une démocratie parlementaire, et qui essayent d'imposer ce type de fonctionnement à l'Europe. Alors que les Allemands, qui, eux, savent ce que c'est que l'étatisme, parce que pour eux, l'étatisme, c'est le nazisme, sont très attachés à la construction démocratique et parlementaire de l'Europe. Et ce qui coince aujourd'hui, ce n'est pas simplement
un égoïsme national mal compris de la part du peuple, comme l'a décrit Emmanuel. C'est la revendication de ne pas perdre ce qu'ils ont acquis depuis la Deuxième Guerre mondiale en matière de démocratie parlementaire, à travers tous les mécanismes intergouvernementaux antidémocratiques que Sarkozy voulait pousser en Europe. Merci Guillaume. Je fais juste une incise. On aurait eu un débat sur l'Europe il y a 7 ou 8 ans, il y aurait eu moitié moins de monde et moitié moins de passion. On n'est peut-être pas sur le mauvais chemin. Une dernière question. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Là, ici, voilà. Une question qui est, on pourrait dire, philosophique. Enfin, c'est comme ça. C'est pas interdit. Voilà. Donc, tout à l'heure, il me semble que M. Emmanuel Todt a dit on ne peut pas concevoir une Europe. Enfin, l'euro est difficilement concevable sans une conscience collective. Et le mot conscience a tout de suite, j'ai tout de suite été accrochée par ce mot. Parce qu'en fait, je voulais vous poser comme question, est-ce que vous croyez ou vous ne croyez plus à une conscience collective? Si je puis dire, par exemple, si j'aime mon pays, la France, j'ai envie qu'on défende ses valeurs, donc un certain protectionnisme forcément m'attire, puisque je veux quand même pas perdre les produits, la culture, etc. Pour autant, ma question est dans le partage. Nous sommes au XXIe siècle, donc cette conscience collective de partager, d'avoir une vision avec les autres pays européens se pose. Et il y a la zone euro, mais il y a aussi la mondialisation, il y a le monde qui nous entoure. Donc moi, je poserais comme question, est-ce qu'on n'est pas actuellement dans un champ de conscience complètement différents champs de conscience qui sont à la fois notre vie de tous les jours, là où on travaille, il y a le pays, après il y a l'Europe, il y a la mondialisation, et comment tout ça, ça peut fonctionner, quoi. Merci. Bien, messieurs, c'est à vous. Emmanuel, t'en as un là. Je vous demande d'être bref de manière à ce qu'on puisse prendre d'autres questions, même si j'aimerais passer... Alors, 1 ou 2 heures en plus. Sur la question de la paix entre les nations, j'ai dit tout à l'heure que je ne faisais pas non plus, j'étais pas du tout dans je ne crois pas du tout à des vraies menaces, de vrais conflits. J'ai dit que les populations étaient âgées. J'ai précisé qu'il était clair que l'Allemagne n'avait pas d'ambition de cet ordre. Donc vraiment... Je dirais que je n'aime pas non plus le chantage à la guerre, en fait. Je veux dire, l'idée que si on ne fait pas... Ce que je disais, c'est que la tentative d'unification monétaire a réalisé, ou est en train de réaliser, exactement le contraire de ce qu'elle était censée réaliser. C'est-à-dire que si vous avez des nations qui sont diverses, et si vous les laissez dans un état d'interaction et de coopération souple, vous pouvez stabiliser un état de bonne entente. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé entre les pays scandinaves, qui n'ont pas de monnaie commune et qui sont sortis de leur guerre. Oui, je veux dire, c'est l'idée qu'il faut être dans un système monétaire unique pour bien s'entendre, je veux dire, est une idée très curieuse si on réfléchit. Et en fait, c'est-à-dire cette monnaie a créé des rigidités, a créé une confrontation permanente. Vous vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas... L'idée, c'est que maintenant, on est forcé de tout discuter. Et inévitablement, dans ce contexte de montée en puissance relative de l'économie allemande qui bouffe les autres économies européennes, on est maintenu dans une interaction permanente avec l'Allemagne, je veux dire, qui va inévitablement, je veux dire, produire le retour de ces conflits. Et ne vous en faites pas. Actuellement, on est dans une situation d'hésitation. Mais les jeunes générations de diplômés sacrifiés par ces politiques monétaires et économiques déraisonnables, ne vous faites aucune illusion. Je veux dire, elles en voudront à leurs parents de les avoir sacrifiés à cette espèce de rêve imbécile. Et elles seront anti-allemandes, ce que je ne suis pas, parce que l'Allemagne sera perçue comme l'oppresseur. C'est ça qu'on est en train de fabriquer. Quand je parle sur ces questions, pour moi, je me considère comme un retraité de ces luttes idéologiques. Mais comment dire, je le fais par devoir. Vous voyez, c'est pas du tout... je m'en fous, la globalisation. Mais oui, le monde est plus vaste. Évidemment, la globalisation existe. De toute façon, ce qui se passe actuellement, on est dans un débat, quand on est dans ces débats européens, j'ai l'impression d'être... moi, la plupart des livres que je lis sont en anglais. Hein. Je veux dire,
Mon anglais oral est assez dégradé, mais je vis plutôt dans un monde intellectuel anglo-saxon. Et il est clair que les débats intra-européens sur l'histoire de monnaie, on est en train de devenir le ridicule du monde. Je veux dire, pour les gens, pour ensemble dans le monde, je veux dire, les Japonais ont leurs problèmes, mais ils ont leurs problèmes tout seuls et on sait pourquoi. Mais je veux dire, les Européens, c'est les mecs qui sont en train de foirer, qui avaient tous les atouts, qui ont fabriqué l'euro. Et nous sommes ridicules si on se passe sur le plan d'une conscience élargie. Et je dirais un dernier mot pour répondre rapidement à Duval, là, qui nous a parlé. Alors, l'idée que la France, je veux dire, la France n'avait plus d'autonomie monétaire déjà avant l'euro et que maintenant on est en train de reconquérir de l'unité monétaire parce que 2-3 mecs, parce que 2-3 Allemands un peu lourds du comité de direction de la Banque européenne n'ont pas compris ce qu'étaient les objectifs du patronat allemand et que les membres français de la Banque de Francfort servent mieux les intérêts allemands. C'est pas ça, mais c'est tout à fait. La réalité, c'est qu'on ne peut pas dévaluer. On ne peut pas dévaluer, on ne peut plus rien faire. On est ligoté. Et donc, on va assister, je pense que les Allemands veulent faire tenir l'euro au moins encore 5 ans pour s'assurer qu'il n'y a plus d'industrie européenne. Et nous serons, comme semble s'en accommoder Anton Brender, nous serons un grand pays rural et touristique. Excusez-moi d'aimer mon pays. Excusez-moi de penser qu'un minimum d'autonomie technologique et industrielle est nécessaire à l'indépendance nationale. Vous voyez ? Excusez-moi d'aimer mon pays et la notion d'indépendance nationale. C'est tout. Alors, pour la diversité allemande, là, je réponds, mon unique domaine de véritable compétence, c'est l'analyse des cultures et en particulier de la diversité des structures familiales. Et donc, Duval nous a présenté l'Allemagne comme un pays incroyablement divers. Alors, sur ce point, je vous renvoie à mon pavé « L'origine des systèmes familiaux » qui analyse certains types de diversité. Vous pourrez constater ma compétence sur ce sujet, admettant que la vie familiale est au cœur des habitudes culturelles. Et justement, ce qui ne caractérise pas l'Allemagne, c'est la diversité. C'est un truc qu'on ne comprend pas parce que l'Allemagne a une structure décentralisée, fédérale, qui a des catholiques et des protestants. Mais quand vous vous placez au niveau des structures familiales, vous avez quelques restes, quelques traces égalitaires dans la vallée du Rhin. Ça vient des Romains et de la vigne portait avec elle la valeur d'égalité. Mais sans ça, vous avez partout ce truc hiérarchique, la famille souche, avec des règles d'héritage, inégalitaires. C'est très homogène. Et d'ailleurs, les systèmes souches les plus durs sont plutôt en zone catholique qu'en zone protestante. La Bavière et l'Autriche, qui est aussi dans cette continuité, se caractérisent par ce type très dur. Donc ça n'existe pas. Et une partie de ce qu'on ne voit pas, ce qui permet à l'Allemagne justement d'agir sur un mode collectif, homogène, c'est que certes, elle a une préférence pour la décentralisation, mais cette décentralisation marche très bien parce que culturellement, le pays est assez homogène. Je suis en train de refaire un bouquin avec mon copain Hervé Lebras sur je termine là-dessus, sur la diversité culturelle de la France qui persiste et qui, je pense, contribue assez largement aux dysfonctions actuellement du système français. Parce qu'un pays aussi divers que la France n'avait pas besoin, en plus de perdre son autonomie monétaire. Je veux dire, ça nous met même hors d'état de gérer la diversité nationale. La seule différence qui existe en Allemagne, elle est importante, c'est la différence entre catholiques et protestants. Ça, c'est vrai. Les catholiques ont un rapport différent à l'Europe, plus universaliste, habitués à prendre Rome au sérieux. Mais ce qui a caractérisé l'Allemagne, et effectivement, d'ailleurs, le projet européen était porté par la CDU, je veux dire, qui était un parti à dominante catholique, pas uniquement catholique, mais les grandes régions d'implantation de la CDU, c'était la vallée du Rhin, la Bavière et une partie du Bade-Württemberg, l'Allemagne de l'Ouest et du Sud, catholique, et elle était moins forte, et le SPD était plus fort en Basse-Saxe et dans ces régions-là. Et ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que la réunification de l'Allemagne, la réintégration de la DDR, c'était la réintégration uniquement d'un espace luthérien. Et l'Allemagne est redevenue un pays protestant. Et en Allemagne, le nationalisme est associé au protestantisme. Et ça sera la dernière illusion des socialistes qui nous gouvernent, qui se disent « si le SPD revient au pouvoir, tout sera plus facile entre socialistes ». Et ils vont découvrir qu'avec le SPD, c'est pire, parce qu'ils sont beaucoup plus nationaux, fondamentalement, que la CDU. Merci.
Anton, un mot. Tu veux dire un mot ou... Oui, tu peux, mais un mot. Alors, je ne sais pas lequel. Il nous reste du temps. Il y a plusieurs choses. Alors D'abord, deux, mais pas plus. D'abord, le débat budgétaire, parce qu'on avait intitulé le chapitre sur la zone euro, le drame européen, dans notre petit livre sur la crise des dettes souveraines, mais là, ça devient le psychodrame européen. Autrement dit, il faut bien voir que le problème des dettes souveraines, il n'est pas uniquement européen. Il y a un gouvernement japonais qui a démissionné à cause du problème de dette publique. Aux États-Unis, il y a un blocage extraordinaire qui s'est produit au Congrès sur la façon de résoudre les problèmes de dette publique, d'endettement public. Donc ce débat qu'on a actuellement en Europe, il est général. Alors je pense que la stratégie européenne, comme la stratégie anglaise, n'a pas été la bonne. Mais le problème du débat, il est massif et dramatique, aussi bien aux États-Unis. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait encore se passer. On en parle peu actuellement parce qu'on espère que les choses vont bien se terminer. Au Japon, on a un gouvernement qui démissionne pour ces problèmes de dette publique. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Donc ce n'est pas aussi anodin que ça dans les autres endroits du monde qui n'ont pas fait la monnaie unique. Ensuite, il ne faut pas tomber non plus dans le travers où on dirait que tous les problèmes viennent de l'existence de cette monnaie unique et de notre impréparation à la monnaie unique. Je répète, il y a une partie des problèmes de la Grèce qui n'ont rien à voir avec le fait que la Grèce soit dans la zone euro. Il faut séparer les choses et pas attribuer au problème européen, qui est suffisamment contraignant pour un certain nombre de pays européens, tous les maux dont les pays souffrent aujourd'hui. Il y en a une partie qu'ils doivent s'attribuer à eux-mêmes et dont il n'est pas sûr qu'ils les résolvent mieux en sortant de l'euro, je le répète, qu'en y restant. Ça, c'est aussi une chose qu'il faudrait voir. Et dernier point, sur la France, grand pays rural et touristique, ce n'est pas du tout l'idée que je défends. Je dis simplement qu'il y a deux choses très différentes. Il y a bien sûr que la France a besoin, et elle a la chance d'avoir une industrie. Le problème de la France, ce n'est pas juste qu'elle veut avoir une industrie, elle en a une et qui est extrêmement performante, mais c'est qu'elle veut équilibrer ses échanges de la même façon. Mais elle veut équilibrer ses échanges, elle voudrait dégager des excédents commerciaux sur le même type de produit que l'Allemagne. Autrement dit, pour nous, et ça fait 40 ans que ça dure, 1 euro qui est obtenu en vendant du vin, eh bien, ça vaut moins qu'1 euro qui est vendu en vendant des machines. C'est notre grand travers. Le résultat, c'est qu'on ne vend plus de machines et on vend de moins en moins de vin. Il faut bien voir les choses comme elles sont, parce que c'est une chose de jouer sur les atouts qu'on a dans l'échange international, c'en est une autre de dire que notre pays va devenir un pays rural. C'est stupide. Il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque la France a un énorme atout dans le tourisme, la cuisine française est réputée d'un bout à l'autre de la planète. Qu'est-ce qu'on a fait au milieu des années 80 ? C'était un gouvernement socialiste qui a pris conscience du fait qu'on formait mal nos cuisiniers. Qu'est-ce qu'on a fait en France à ce moment-là ? Qui s'en rappelle ? L'ENA de la cuisine. Parce qu'on était persuadé que le problème de la qualité de nos produits alimentaires, c'était d'avoir des chefs d'élite. Ça, c'est le vrai travers français. Et de celui-là, on a très peu parlé. Et il n'a rien à voir avec la zone euro. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? Une ENA de la cuisine qui ensuite était mêlée à des affaires de pots de vin, de corruption, et elle a très vite disparu. On a 300 000 personnes qui font la cuisine pour des raisons professionnelles en France. Le vrai problème, c'était de les former mieux. On ne s'en est pas et on ne s'en préoccupe toujours pas. Autrement dit, on a un vrai problème de formation de la main-d'œuvre à un niveau intermédiaire qui travaille dans les métiers du tourisme, de l'agriculture, des industries agroalimentaires. Et de ces problèmes-là, eh ben, on considère que ça, ce n'est pas assez prestigieux. Moralité, les Allemands exportent de plus en plus de produits alimentaires de qualité et là où on devrait être meilleur qu'eux, on devient petit à petit de plus en plus mauvais. Et c'est la même chose pour le vin. Et donc vivre avec la grande illusion qu'on vendra autant de voitures et de machines que l'Allemagne, ça fait 100 ans que la France a ce rêve, et ça fait 100 ans qu'elle échoue régulièrement. Emmanuel, tu voulais dire très brièvement une réaction, mais très brièvement. Oui, je m'excuse d'être un fidèle lecteur de Friedrich List, qui est le théoricien allemand du protectionnisme, qui avait tout à fait noté que les discours des économistes anglo-saxons du genre nous faisons des machines et nous avons une activité industrielle et les autres ont tout intérêt à produire du pinard, était un discours inacceptable pour l'Allemagne de l'époque qui était sous-développée industriellement et qu'un pays ne peut pas être indépendant sans un cœur technologique industriel. Et j'espère qu'Anton Brander s'est scié dans votre esprit en faisant de la France une nation de cuisiniers. Par contre, je voudrais terminer sur un mot d'accord avec lui. Non, c'est pas ce qui a été dit. C'est ce que j'ai entendu. C'est littéralement ce que j'ai entendu. Je voudrais terminer sur un point d'accord
d'accord quand même, c'est sur un point d'accord, c'est sur l'idée que ça va mal partout. C'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire, il y a une crise mondiale, je dirais, des sociétés avancées, qui de fait est une crise pour l'ensemble de la planète, parce que je crois tout à fait, au stade actuel, c'est les pays avancés qui continuent de produire l'innovation technologique et leurs brevets, et malgré leur population âgée, le Japon je dirais, dans un état, d'incapacité, de plus en plus de difficultés, et ça ne s'est pas rangé avec l'accident de Fukushima, mais il produit toujours 30% des brevets triadiques, c'est-à-dire des brevets qui sont déposés simultanément au Japon, en Europe et aux États-Unis. Donc l'innovation technologique reste toujours dans les pays qui ne sont pas émergents et dans les pays qui ont des difficultés. Mais réellement, au point où on en est, admettant cette espèce de difficulté uniforme, si je devais maintenant repréfacer après l'Empire, ce livre que j'avais fait sur les États-Unis, et qui prédisait, je dirais d'une façon assez correcte, l'affaiblissement relatif des États-Unis. Ça serait assez facile de soutenir le livre, de dire oui, les inégalités ont continué à augmenter aux États-Unis pendant la crise, oui, Obama n'a pas réussi à ramener l'activité économique à un niveau suffisant, etc., etc. Mais quand même, au stade actuel, au vu de ce qui se passe en Europe, moi, j'écrivais à une époque où je disais des choses très sympas sur la coopération franco-allemande, et c'était une époque où j'étais devenu un Européen de raison. J'avais un chapitre qui s'appelait « L'émancipation de l'Europe », et j'étais arrivé à y croire. Je veux dire, l'Europe avait sa chance à ce moment-là. Mais réellement, maintenant, si je repréfaçais, je dirais que certes, les économies sont potentiellement très affaiblies, mais redevenant plus aimables avec 2 fois de suite un président comme Obama, et puis des capacités de jeunesse, de renouveau, de flexibilité supérieure, c'est plutôt là-bas que ça va se passer. Je m'excuse de le dire. Et ça ne se passera pas en Europe. Merci. On reprend des questions. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, en bas. Je suis de ceux, Monsieur Todd, qui a beaucoup apprécié votre livre La chute finale, et les livres suivants aussi. Mais là, je crois qu'on est en pleine chute libre. Thierry Pech, tout à l'heure, indiquait qu'il y avait quelques désaccords entre votre pensée et celle d'Anton Brinder. Je crois plutôt qu'il y a un désaccord total. Total. Bon, M. Brinder nous présente des arguments que l'on peut discuter, mais je pense qu'on a affaire à une pensée raisonnable. De votre côté, M. Todd, c'est pour ça que je parle de chute libre, on a affaire à une pensée du plaisir, et finalement, et ne prenez pas ça mal, je me demande si on n'a pas affaire un peu à une pensée totalitaire. Je vais dire pourquoi. S'il vous plaît. Venez à votre question. Une seconde. Et faites bref. Non, mais attendez, on peut discuter aussi, hein, parce que M. Todd nous assène ce matin un discours spectaculaire, intelligent, mais qui n'est pas forcément... qu'on peut quand même beaucoup discuter. Et sur le fond de l'Europe, l'Europe a été reconstruite sur une réconciliation. C'est probablement un des phénomènes les plus importants du XXe siècle. Se réconcilier après tous les débats qui avaient eu lieu. Bien sûr, M. Todd va opiner, la réconciliation, pour lui, peut-être ça compte pas beaucoup. Et alors, aujourd'hui, l'enjeu, vous l'avez dit, M. Pech, qu'est-ce qu'on fait face à la diversité de l'Europe? On la construit, on ne la construit pas. La France a connu aussi de la diversité pour se construire, hein, autant qu'il y a en Europe actuellement, et une diversité culturelle. M. Brinder a souligné à juste titre que l'Europe est une expérience. Et comme toute expérience, son issue n'est pas certaine, ou elle n'est pas certaine dans le point de départ. Donc je trouve que là, excusez de le dire, mais avec M. Todd,
on a affaire quand même à un discours anti-allemand. Très bien. Ils Bon. sentent, non, mais Écoutez, faut le dire. non, mais très bien. On a Ils compris s'en maintenant. défendent. Venez, non, monsieur, venez à votre question, Alors, parce que les autres aussi ont envie de s'exprimer. non, Donc, c'est venez un à point de votre vue, question. C'est un point de vue. Moi, je pense que c'est bien, de laisser la salle s'exprimer en désaccord. Je pense que ce n'est pas une question, mais je trouve que c'est bien que monsieur puisse exprimer la force de son désaccord. Oui, je trouve ça bien. Emmanuel, j'ai beaucoup de sympathie Merci. pour toi, mais c'est moi qui anime cette table ronde, donc si tu veux bien, tu vas te... Ah, une dernière chose. Tu vas t'abstenir de genre d'intervention. Alors, vous finissez. Une dernière chose. Je crois que Emmanuel Todd ne connaît pas très bien l'Allemagne. Mais peut-être que... Non, je ne crois pas. Mais peut-être qu'il va la connaître prochainement, parce qu'après 2 divorces, il pourrait épouser une femme allemande, et peut-être qu'il connaîtrait mieux l'Allemagne. Non, allez, coupons ce micro, ça va. Non, vraiment, abstenez-vous de ce genre de commentaires personnels. Bien. Une autre intervention, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Monsieur Brender a démarré par la thématique du surendettement qui semblait être la cause de la crise économique. Derrière le surendettement, n'y a-t-il pas les problèmes de politique économique? Et je pense que là, on en vient au cœur du problème. La monnaie en tant que telle, c'est un instrument, ça reste un instrument. Et qui est très très intéressant parce qu'il a des dimensions économiques, politiques, sociales et culturelles. C'est fondamental, une monnaie. Et le problème n'est pas la monnaie, c'est la politique monétaire et la politique économique qui est derrière. Et ce sont des choix politiques et sociaux. Derrière le surendettement, n'y a-t-il pas le problème de choix politiques qui privilégient le capital contre le travail, qui privilégient l'épargne et la rentabilité à court terme au détriment de l'investissement à long terme et de la création monétaire? Et lorsque on parle de la crise de l'euro, il y a en fait le problème des politiques de relance. Alors vous avez dit, Monsieur Brender, effectivement, que ça aurait pu être pire que ça ne l'est parce que les États se sont endettés, ont pris le relais des ménages et des intervenants privés. Le problème, c'est que ces États ont raisonné et ont dépensé de l'argent avec une idéologie vieille de 30 ans. Et face à sans prendre, je pense, la mesure des défis à relever face à une économie mondialisée. Et en particulier, ils se sont contentés pour l'essentiel à donner des revenus de transfert aux ménages, à soutenir le chômage, à essayer de limiter un petit peu les problèmes sociaux. Mais ils n'ont rien fait, il n'y a pas eu vraiment de politique volontariste, et là j'en reviens à votre problème sur les atouts de la France, il n'y a pas eu vraiment de politique volontariste autour effectivement des points forts des économies et de chaque économie, parce que chaque pays est différent. Et je pense que l'Europe n'a pas intérêt à ce que tous les pays européens ressemblent à l'Allemagne. Chaque pays a ses atouts et il faut y croire et il faut les développer. Et je pense que chaque pays doit faire ce travail de réflexion et de savoir où mettre l'argent, sur quel secteur innover, créer des emplois qui ne vont pas se délocaliser. Merci. Une autre intervention. Je vais en prendre 2 de plus, comme ça. Il y a une personne ici au premier rang. Bah, choisissez, allez-y. Hein. Il y a trop de bras qui se lèvent. Bonjour. Qui parle? D'accord, là-bas. Bonjour, moi je vais parler aussi en tant que... faire une remarque en tant qu'étudiant en histoire aussi. Et en même temps, ça va répondre à monsieur qui a sollicité monsieur Todd. Donc, l'Europe était un projet, en effet, de réconciliation. Mais il faut bien remarquer quand même à quel point ça a été un échec patent au niveau de la réconciliation dans les processus qui sont en cours. Et il n'y a pas eu tellement de développement sur le plan politique. Et pourtant, si on regarde au niveau français, au niveau politique, déjà, on regarde le paysage politique et une radicalisation de la droite vers l'extrême droite, une radicalisation de la gauche vers l'extrême gauche ou la gauche de la gauche, peu importe. On a le même phénomène en Grèce. On a eu un nouvel affrontement un affrontement certes diplomatique, certes pas armé pour l'instant, mais on a eu un nouvel affrontement entre l'Allemagne et la Grèce, par exemple, avec des unes de journaux qui étaient particulièrement violentes. On s'en rappelle tous sur la Grèce, qui devait vendre ses îles, etc. On a
prégnance assez forte d'un sentiment assez xénophobe au niveau médiatique, qui est largement accepté au niveau médiatique. Donc tous ces phénomènes, ces processus en cours, en construction depuis une vingtaine d'années, sont exactement ceux qu'on retrouve, qui se sont construits depuis la fin du 19e siècle jusque pendant l'entre-deux-guerres et qui a fait le lit de tout ce qui s'est passé après. Je ne dis pas que ça va arriver de nouveau, mais qui a fait le lit de toutes les tensions qui se sont développées ensuite. Donc là-dessus, sur le projet de réconciliation, je voulais quand même souligner l'échec patent de l'Europe, qui a absolument échoué sur cette question-là. Et peut-être qu'elle va y arriver dans le futur. En tout cas, il semblerait que pour le moment, elle ait échoué sur ce plan-là. Merci. Une dernière intervention. Il y en a partout. Le micro est là. Allez-y, monsieur. Déjà, moi, je voulais rebondir sur deux choses. Premièrement, sur la question de l'industrie. Moi, je rejoins un peu Emmanuel Todt sur cette question. Je trouve que malheureusement, dans l'exposé, on nous expose beaucoup la question du vin et de la cuisine. Et je pense qu'on est quand même un petit peu complexé en France sur la question de l'industrie. Et on peut se dire qu'effectivement, on a des cartes à jouer qui sont quand même très valorisables. Mais que lorsqu'on est dans une situation de coopération franco-allemande, là, du coup, on a plutôt tendance à se dire que notre part est véritablement minorée, affaiblie. Et le cas de ADS typiquement exprime bien ça, c'est qu'on se dit les Allemands sont là, donc du coup notre contribution quand même à ce grand consortium, elle est quand même assez minable. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'industrie aéronautique française, typiquement sur ce cas-là, c'est un apport considérable qui est fondamental pour cette aventure. Sud Aviation, aérospatiale, c'est quand même des choses qui ont complètement façonné cet élément-là. Je ne dis pas que les Allemands sont à la marge, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas non plus se dire qu'on est complètement incapable et qu'on a été ramené là-dedans parce que c'est un projet qui est marginal. La France a une place dans l'industrie européenne qui est fondamentale et sur lequel je pense que nous devons véritablement compter. Alors effectivement, on a peut-être manqué d'imagination, qu'on n'a pas été très inventif sur ces questions-là, mais c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup plus appuyer qu'à mon avis la question du vin et de la cuisine. Et la deuxième chose, c'est ce dont vous parliez sur le Japon. Vous disiez que le gouvernement de Noda, le Premier ministre japonais, a démissionné suite à la question de la dette. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Et vous devriez aussi savoir que depuis 2006, donc la fin du mandat de Koizumi Junichiro, cela fait 6 ans qui se sont écoulés. Il y a eu 6 premiers ministres successifs, une instabilité politique qui est structurelle aujourd'hui dans la classe politique japonaise pour des débats qui sont complètement divers. Donc dire que uniquement la question de la dette structure l'instabilité politique dans la classe japonaise, je pense que c'est un peu réducteur et qu'il y a beaucoup d'autres débats qui sont en question, dont un qui est extrêmement important, qui est l'incapacité effectivement de la classe politique japonaise à gérer son pays. Mais la question de la dette n'est pas l'unique question sur le cas japonais. Antoine, un mot. Pardon, le Japon est quand même à la marge du débat, donc j'ai été rapide. Il n'empêche que les gouvernements qui sautent au Japon, c'est très souvent parce qu'ils veulent monter les impôts. Et oui, mais c'est quand même. Je ne dis pas que c'est l'explication totale. Je dis simplement que c'est là-dessus qu'il y a le plus clairement des débats au Japon, et ça fait des années qu'on débat et que les gouvernements sautent précisément sur cette question de est-ce qu'on monte ou pas la TVA. Donc c'est pas complètement rien. Ça, c'était un détail. Alors, je ne voudrais pas apparaître à nouveau comme anti-industrialiste, ce n'est pas du tout ça l'idée. Personne ne conteste les succès français en matière industrielle. Au contraire, je dis, ils sont là. Notre problème, c'est qu'on a négligé les atouts que nous avions. Et c'est ça le problème, c'est de ne pas négliger les atouts qu'on a, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. On ne sera jamais, comme l'Allemagne, présent sur le secteur des moyennes entreprises à fabriquer des machines qui se vendent dans le monde entier. Il ne faut pas rêver, il faut accepter qu'on peut faire autre chose dans l'échange international et même sur notre territoire que ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire que ADS, ce n'est plus une affaire française. Je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas tout mélanger parce que ça crée en fait une grande difficulté à discuter, non seulement entre Européens, mais même entre nous. Et donc, il faut essayer de faire un pas pour comprendre ce que les gens veulent dire. Il y a des atouts en France, hors de l'industrie, et à vouloir n'avoir que des succès dans l'industrie, on néglige les atouts que nous avons. Le résultat, c'est que nous perdons là-dessus des parts de marché qui, le jour où il faut équilibrer nos échanges, sont précieuses. Le vin, j'en suis désolé, c'était une de nos principales sources d'excédents avec les produits agroalimentaires. Ça l'est de moins en moins et ça risque de l'être de moins en moins. Et lorsque nous n'aurons plus ces excédents, nous souffrirons encore un peu plus. Ça, c'est une chose. Et j'ai encore une seconde. Vas-y.
Investir où, demandait... Oui, et la question qui était posée là-haut, c'est une très bonne question. Il y a eu effectivement une crise de surendettement privé. Et cette crise, c'est aussi le résultat d'une expérience dont on a peu parlé, parce que ce n'était pas le sujet. C'était de laisser le système financier complètement à lui-même. En laissant le système financier complètement à lui-même, innover, fabriquer ce qu'il voulait comme type de prêt, eh bien, on a constaté que ce système, contrairement à ce que nous vendent certains théoriciens, ne s'auto-régule pas, ne s'auto-surveille pas. Ça a été une expérience extrêmement coûteuse. Ça a coûté des milliers de milliards d'euros sur la planète entière. En Espagne, on a construit des maisons qui sont toujours vides. Aux États-Unis, on a construit des maisons qui sont toujours vides. Donc cette expérience-là, elle a eu un prix qui, pour l'instant, est plutôt supérieur à celui que l'on paye dans la zone euro. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas osé faire à la place? C'était effectivement faire preuve d'un certain volontarisme en matière... On avait besoin, il y avait de l'épargne dans l'économie mondiale. Le problème, c'était celui-là. Et cette épargne, on pouvait l'utiliser soit à construire des maisons qui ne serviraient à rien, soit à rénover un parc de logements sociaux dans des banlieues, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a envisagé de faire, et ce qu'on n'a pas fait par manque complet d'audace politique. Et l'euro n'a rien à voir avec ça, ni l'Allemagne. On pouvait parfaitement décider en France d'avoir des investissements publics plus ambitieux dans nos banlieues au début des années 2000. Qui a décidé qu'on ne le ferait pas? Ce n'est pas l'Allemagne. Et donc, sur tous ces domaines, de même en matière éducative, je sais qu'il y a ici un certain nombre d'enseignants, eh bien, investir dans l'enseignement primaire, secondaire, c'est une des choses qu'on pouvait faire et qu'on tarde depuis 30 ans à faire, et on laisse notre système, alors je ne veux pas faire de la démagogie élémentaire, mais on laisse notre système d'enseignement primaire et secondaire se dégrader, alors que c'est un des endroits où on aurait dû investir massivement parce qu'il y avait de quoi investir dans ce type d'infrastructure sociale. Et c'est vrai qu'on n'était pas condamné à construire que des maisons qui ne pourraient pas se vendre. C'est quand même ce qu'on a fait. Il faut en tirer les leçons. Il n'est jamais trop tard. Emmanuel, un mot? Oui, je voudrais donner un ou deux points factuels pour revenir sur EADS et la dette japonaise. De toute façon, la dette japonaise est d'une autre nature. Elle est possédée nationalement. C'est-à-dire que la vérité, c'est que le problème de la dette, il n'y a pas de problème. Le problème de la dette, c'est toujours gérable en interne si on n'a pas un déficit commercial permanent. Donc il faut bien voir que les Japonais, alors maintenant les Japonais ont quelques difficultés en termes de commerce extérieur, mais ils ont été structurellement excédentaires pendant de très très longues décennies, et leur dette publique ne peut simplement pas, n'est juste pas de même nature. L'exemple de ADS est vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs, ça suggère que non, le vin n'est pas la question. Et le discours sur le vin, je m'excuse de revenir là-dessus, parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que le vin est au cœur de toutes les argumentations libre-échangistes depuis le début. Vous êtes dans Ricardo, vous verrez. Et si vous regardez des cartes de la richesse nationale en France, les libre-échangistes, mon fils aîné a fait une thèse sur les idéologies économiques au XIXe siècle, et je veux dire, les libre-échangistes sont accrochés au pinard. Vous voyez, il y avait un grand Bordelais qui s'appelait Fonfred, je cite mon fils David, idéologue inconnu, justement, d'ailleurs. Vous voyez, et maintenant, si vous regardez la carte de la richesse... Ton fils qui est idéologue inconnu ou Mais Fonfred? non, mon fils est une merveille avec les trois autres. Mais bon, voilà. Et si vous regardez des cartes de la richesse au niveau municipal en France, dans les années les plus récentes, vous allez voir des petits flaques de privilégiés à très haut niveau de vie autour de Reims, en Champagne, sur la côte de Beaune. C'est vrai que le pinard est probablement au cœur du système politique libre-échangiste français d'une façon mystérieuse. Mais ça n'est pas acceptable. Pour revenir sur eux, je veux dire, c'est pas avec du vin qu'on se protège en termes technologiques dans la durée de l'histoire. Non, vraiment, il faut vraiment... Je m'excuse. Alors, en ce qui concerne l'EADS, c'est un exemple très intéressant, parce que ça permet de discuter de la politique allemande en général. Je veux dire, l'Allemagne vient de faire échouer, une fusion entre EADS et BAE, c'est-à-dire l'équivalent anglais, qui aurait permis l'apparition d'un géant européen, aéronautique, militaire, etc. L'Allemagne l'a fait échouer simplement parce que ça ne fait pas partie du projet de puissance allemand et que l'Allemagne n'a aucun intérêt à ce que la France active ses liens dans deux directions, l'Angleterre et le monde anglo-saxon,
avec la coopération de défense et puis des affinités culturelles autrement plus réelles qu'avec les Allemands, malgré la super réconciliation française-allemande, et la Méditerranée. Donc chaque fois que les Français font quelque chose au-delà de la Manche, tentative de rapprochement, ou du coup au-delà de la Méditerranée, je me souviens des grands projets de Guénon à une certaine époque, l'Allemagne met le frein, mais c'est normal. C'est-à-dire si vous sortez de ce monde, je dirais, de naïfs universalistes, qui sont la grandeur de la culture française. On ne veut pas voir les problèmes, on ne veut pas voir les rapports de force. Vous analyserez, et si vous analysez la politique allemande, vous pouvez, c'est sur un mode pacifique. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas, je parle de rapports de puissance géopolitique, mais sachant que la puissance actuellement est plutôt économique et technologique que militaire. L'échec américain final en Afghanistan nous montre bien que la puissance militaire, ça n'est plus la clé des choses. Mais je pense qu'on pourrait décrire, Brzezinski, dans son dernier bouquin, c'est un géopoliticien américain, commence à le pressentir. La politique allemande pourrait être décrite comme néo-bismarckienne. C'est-à-dire, vous avez cet accord avec la Russie sur le plan énergétique, et puis vous avez une hégémonie continentale de fait qui s'établit sur le continent. Et si vous voyez, le continent de Berlin, rien n'a changé. Ça me gêne de parler comme Bainville, un mec de l'Action française, au lendemain de la guerre de la Première Guerre mondiale. Ça me gêne, mais il y a des constantes géopolitiques. Et si vous voyez l'Europe de Berlin, il y a un obstacle à l'hégémonie allemande sur le continent, c'est la France, qui est la puissance de contrepoids résiduel. Et donc l'intérêt objectif de l'Allemagne, en termes de rapport de puissance, c'est d'étouffer d'amour la France et ce qui lui reste d'industrie, et là, il n'y aura plus de problème. Et étouffer d'amour la France, c'est l'empêcher d'établir des liens avec ses autres partenaires, qui font que la France, le drame de la France historique, c'est que ça n'est pas juste une puissance continentale. Elle n'a jamais atteint aucune hégémonie parce qu'elle n'a jamais su si elle devait chercher l'aventure sur le continent ou au-delà des mers. Vous voyez, donc vraiment, mais encore une fois, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas, mais ça existe. Et il y a des gens qui pensent, c'est ce que les Français ne sont, les Américains sont capables de faire ça, les Anglais un petit peu à leur suite. Je pense que les Allemands ont de nouveau une pensée géopolitique vraiment intelligente et intéressante à étudier. Et l'un des problèmes de la classe dirigeante française, c'est qu'elle n'a plus de pensée géopolitique. Merci. Bien. Nous allons devoir nous séparer. Je m'excuse auprès de tous ceux qui voulaient parler, qui n'ont pas pu le faire. Nous avons été trop longs. Je les prie d'accepter nos excuses. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite de ce forum. Et je vous souhaite un excellent appétit. Merci, messieurs.